Bonsoir à toutes et à toutes. Soyez les bienvenus ici ce soir au siège du mouvement des entreprises de France pour cette toute nouvelle soirée placée sous le signe de la tech. Alors, je me souviens de l'énergie incroyable qui régnait ici lors des 2 précédentes éditions dédiées au Legal Tech et au Z-Tech. Alors, vous l'avez compris, c'est tout naturellement que nous avons décidé de réitérer l'expérience ce soir avec un secteur qui nous concerne tous et toutes, les MedTech. Alors, quelques mots pour me présenter, pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je m'appelle Annabelle Baudin et j'ai le plaisir d'animer cette soirée. Alors, côté programme, nous allons mettre en lumière des solutions innovantes portées par 11 startups MedTech de toute la France. Elles sont présentes ici, on peut d'ores et déjà les applaudir. Cette soirée sera aussi l'occasion de récompenser une innovation particulièrement prometteuse avec un prix coup de cœur du public, c'est-à-dire votre coup de cœur. Pour cela, nous avons distribué en tout début de soirée des flyers qui vous seront nécessaires et très utiles pour suivre la soirée, mais surtout pour voter tout à l'heure à la fin de la soirée. Pour voter, vous avez aussi besoin d'un code Wi-Fi qui est affiché juste en dessous de la raison d'être du MEDEF. Le code Wi-Fi, je le rappelle, c'est 55 MEDEF 01. Voilà, il est temps de passer aux choses sérieuses. Pour cela, j'appelle Paola Fabiani, vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat du MEDEF et porte-parole du MEDEF, pour quelques propos introductifs. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être présente pour cette 3e édition de Soirée de la Tech. Donc effectivement, comme Anna l'a très bien dit, après Legal Tech, après la EdTech, la MedTech, j'y reviendrai dans une minute. Avant tout, je voulais remercier les différentes personnalités, les partenaires présents qui nous ont permis d'organiser cette soirée. Donc Charles-Édouard Escura, directeur général de l'Agence de l'innovation en santé, François Hébert, directeur général du SNITEM, Frédéric Girard, président de France Biotech, Sabrina Edroug, directrice des programmes de la French Tech, Arnaud Molinier, président de Doxamed, Annaëlle Baudin, qui s'est présentée animatrice de la soirée, Amaury Debuchet, qui travaille avec moi et qui est aussi coprésident du comité start-up du MEDEF, et très joli comité qui nous a permis d'organiser tout ça, et bien sûr les équipes du MEDEF et Gérald Kenanion, comité start-up. Je remercierai aussi les fournisseurs du cocktail, l'Alchimiste, Pernod Ricard France, qui permettront de déguster ce cocktail dans un second temps. Concrètement, pourquoi la santé? Pour nous, la santé est un domaine où l'innovation n'est plus une option, elle est urgente et déterminante. Et effectivement, bien comme je vous le disais, après l'EdTech, après la Legal Tech, la MedTech s'impose comme un santé qui avance plus vite que nos institutions. Je pense qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens. L'ambition de ces soirées, c'est de mettre en lumière l'innovation là où elle ne s'invente pas, là où elle se teste réellement. C'est raccordé au concret. La vision du MEDEF sur la MedTech et sur la santé en général, c'est un écosystème qui doit coopérer. Un système de santé fort repose sur la complémentarité de tous les acteurs, publics, privés, ESS, start-up, industriels. Et le rôle du MEDEF, c'est effectivement de jouer ce rôle de connecteur, comme on le fait ce soir, et effectivement de mettre en relation l'ensemble de cet écosystème pour arriver à servir nos objectifs de performance, d'innovation, et puis remplir les grands défis qui sont si essentiels pour aujourd'hui et pour demain. Il y en a beaucoup dans ce secteur. L'idée est vraiment de ne pas opposer les acteurs. Et la santé, l'idée c'est vraiment qu'elle permette de mieux en mieux soigner, qu'elle réponde aux attentes de tous. La MedTech au cœur de cette édition, pourquoi? Plusieurs choses, mais je ne les citerai pas toutes. Elle est au cœur de grandes transformations que vous connaissez pour la plupart mieux que moi. L'IA médicale, les jumeaux numériques, les dispositifs intelligents, la data et l'imagerie avancée. Et la France a de nombreuses pépites, mais trop souvent invisibles. Une des missions aussi du MEDEF, on ne le dit pas assez, c'est de les rendre visibles, de les relier, de les soutenir et de leur mettre à disposition le nécessaire pour pouvoir se développer et évoluer et apporter tous leurs objectifs et servir l'essentiel. Le MEDEF est un accélérateur. Nous faisons se rencontrer des mondes qui ont besoin les uns des autres.
Les startups ont besoin de données, elles ont besoin de clients, elles ont besoin de connexions industrielles, elles ont besoin de financement. Et l'idée, c'est de créer des opportunités dans cet événement. Pas faire un événement, le énième événement autour de la tech, c'est vraiment de faire le lien et d'avoir un terreau fertile pour permettre d'accélérer. Les startups mises en honneur innovent dans de nombreux domaines. Le diagnostic, la recherche, les traitements, la chirurgie, le monitoring, l'IA médicale. Elles modifient déjà les pratiques, elles ne sont pas dans la promesse. Et on revient aussi encore une fois à ce que je disais en introduction, à cette idée du concret. Nous, on est dans le monde du concret, du réel, de ceux qui font. Et c'est important de le souligner, je pense encore plus avec l'actualité, je reviendrai dessus. Au final, pour laisser place au sujet central, ce soir, ce n'est pas un spectacle, c'est un moment pour créer des opportunités et accélérer, vous l'aurez compris. Donc j'invite chacun à rencontrer, challenger, proposer, connecter, ouvrir des pistes. L'innovation en santé n'avance jamais seule. Ce soir, faisons-la avancer ensemble. Merci à tous. Merci beaucoup Paola Fabiani pour ces propos introductifs. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Charles-Édouard Escura, directeur de l'Agence de l'innovation en santé, pour nous parler des missions de cette agence créée récemment. Soyez le bienvenu. On m'entend, c'est bon? Merci. Parfaitement. Parfait, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup au MEDEF et ses partenaires pour accueillir cet événement qui vise à mettre en lumière certaines solutions innovantes développées par nos startups MedTech françaises. 12 startups sélectionnées qui sont représentatives de la richesse de l'écosystème français, et très heureux d'ailleurs de voir que parmi celles qui ont été sélectionnées, il y en a certaines qu'on connaît bien au niveau de l'Agence de l'innovation en santé. Cette richesse de l'écosystème, on le voit tous les jours au niveau de l'agence. Pour mémoire, j'ai quand même l'humilité de penser que tout le monde ne connaît pas les missions de l'Agence de l'innovation en santé. Je vais me permettre quand même de restituer celle-ci aujourd'hui. Donc c'est une agence qui est récente, enfin, chaque jour un peu moins, puisqu'on va avoir 3 ans bientôt, qui est rattachée au secrétariat général pour l'investissement, et qui est donc placée sous l'autorité du Premier ministre, et qui a été créée dans le cadre du plan Innovation Santé France 2030, avec pour objectif simple à formuler, mais parfois un peu complexe à mettre en œuvre, de faciliter la découverte, le développement, l'expérimentation et la mise sur le marché de solutions innovantes dans le domaine de la santé, au bénéfice toujours des patients et des professionnels de santé. Donc les différentes missions qu'on a, elles passent tout d'abord bien entendu par l'accompagnement financier et à travers le plan France 2030. Donc vous le savez très certainement, il prévoit des investissements à hauteur de 54 milliards d'euros pour soutenir des projets innovants sur tout le territoire, dans les entreprises, les universités, les organismes de recherche en France, et pour les accompagner dans leur transformation. Sur le sujet santé plus particulièrement, c'est aujourd'hui environ 4 milliards d'euros qui ont été mis au soutien de plus de 550 projets et qui ont été engagés dans le secteur pour permettre d'accélérer le développement des innovations, encourager la recherche, mais aussi préparer les conditions visant à faire de la France, il faut le répéter chaque jour, un leader européen et mondial dans le secteur. À noter quand même que sur la verticale santé, on a un taux de sélectivité de 29%, enfin 30%, et un ticket moyen qui est assez élevé, d'environ 4,5 millions d'euros, avec un effet de levier de 1,4. Ce qui veut dire que la verticale santé permet à la fois de garantir l'excellence des projets qui sont retenus et servir l'ambition de transformation, tout en servant en priorité les startups, c'est-à-dire les acteurs faisant face aux besoins les plus importants en matière de financement. Cette mission, pour nous, elle est indissociable d'une autre mission qui nous incombe, qui est celle de valoriser l'écosystème français à l'international pour permettre d'une part aux investisseurs de mieux connaître à la fois la richesse de notre pays et des initiatives qui sont prises, et puis pour l'émergence des innovations, mais aussi en lien avec d'autres partenaires, Business France, French Healthcare par exemple, mais d'accompagner aussi les ambitions à l'export de certaines entreprises. Simplement aussi signaler que l'une des missions qui est pour nous particulièrement structurelle, c'est celle de l'anticipation. Anticiper les impacts de l'arrivée des innovations afin au maximum de ne pas subir ces dernières et les subir. On a pu connaître ces états-là, mais les connaître et anticiper en matière d'organisation, en matière de financement, en matière de transformation des compétences, pour nous, c'est particulièrement important. Et simplement, parmi les différents travaux, je tiens à signaler les travaux qu'on mène, notamment en matière de blocs de demain, et quels sont les impacts à court, moyen et long terme qu'il convient d'anticiper. Enfin, faciliter et fluidifier le développement de l'innovation sur toutes les étapes de son parcours.
en matière de recherche clinique, de market access, mais aussi avec la mobilisation de certains leviers tels que celui de la commande publique, compte tenu du poids de la commande hospitalière dans notre écosystème, mais aussi quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui de la thématique du management de l'innovation, c'est-à-dire accompagner les organisations des soins à pouvoir accueillir ou faire émerger des solutions innovantes. Tout ceci pour dire qu'en tout état de cause, les deux phobies qu'on a au niveau de l'Agence d'innovation en santé, c'est d'être une couche supplémentaire dans un millefeuille administratif. Ça va, on n'est pas nombreux, mais c'est bon. Et la deuxième, c'est surtout d'être déconnecté du terrain. On souhaite chaque jour être proche du terrain. C'est pour ça que dès 2023, on a mis en place un Tour de France de l'innovation qui nous a permis de nourrir une feuille de route qu'on mène actuellement. Et cette année, on a monté une deuxième édition du Tour de France de l'innovation, avec cette fois l'objectif non pas de se faire connaître des acteurs du terrain, mais de créer des colloques thématiques, des colloques décentralisés à thématiques. Je vais simplement en retenir deux ici, qui sont en lien avec les préoccupations majeures des acteurs, qui sont ici présents ce soir. D'une part, à Marseille, en avril dernier, sur la thématique du financement, avec quelques messages qui sont ressortis des débats qu'on a pu avoir vis-à-vis des institutionnels, être moins risque adverse, comme on dit, en ciblant aussi davantage les défaillances de marché, vis-à-vis de nos entrepreneurs, avec l'idée de bâtir une relation de confiance avec ces investisseurs, vis-à-vis des fonds d'investissement, poursuivre les efforts envers l'écosystème et œuvrer en faveur d'un continuum de financement public et privé sur toute la chaîne de valeur. Pour nous, l'important derrière, c'était de monter des groupes de travail qui permettront de donner corps à ces ambitions. Et enfin, une deuxième étape qu'on vient de faire il y a quelques semaines à Strasbourg sur le parcours de l'innovateur, avec l'idée de découvrir quelles étaient, plutôt pas de découvrir, mais de mettre en exergue les difficultés qu'il pouvait y avoir. Et justement de traduire ceci en actions concrètes. Simplement, je terminerai en disant que accompagner les innovateurs en leur permettant d'être orientés et appuyés dans leur parcours, c'est ce qu'on a souhaité faire aussi en mettant en place un guichet. Je précise, guichet qui est complémentaire de toutes les initiatives existantes locales ou nationales. Et ce sont aujourd'hui plus de 550 porteurs de projets qui ont déposé un projet auprès de nous et qui ont pu bénéficier de conseils, d'appui ou d'orientation. Il me paraît important de souligner que parmi les demandes les plus récurrentes des porteurs de projets, au-delà des recherches de financement dilutifs ou non dilutifs, celles qui ont trait à la mise en relation avec les key opinion leaders, la recherche des partenariats et d'une plus grande visibilité figurent toujours en bonne position. Il me semble que c'est tout l'enjeu de soirées comme celle-ci et je remercie à nouveau les organisateurs pour cette initiative. Je vous remercie infiniment. Bonne soirée. Merci beaucoup, Charles-Édouard Escurat. Je vous laisse regagner votre place. Et chose promise, chose due, il est temps maintenant de démarrer la soirée avec nos 4 premiers fondateurs de MedTech et leurs solutions. J'ai le plaisir d'accueillir Elodie Litzler, CEO et cofondatrice d'Avatar Medical. Elodie, vous pouvez nous rejoindre sur scène. On vous applaudit. Soyez la bienvenue, vous pouvez vous asseoir. Avatar Medical crée des jumeaux numériques du corps humain en 3D. On va en parler dans quelques instants. Nous accueillons et applaudissons également David Suissa, CEO et fondateur de la solution Biome Labs. Soyez le bienvenu, David. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Biome Labs utilise l'analyse scientifique du microbiome au service de la santé de notre peau. Il nous en dira plus dans quelques instants. Nous applaudissons Jérôme Geoffroy, Chief Digital Officer d'une biotech qui utilise une plateforme d'intelligence artificielle utilisant des données auditives pour la direction et la prévention des maladies neurodégénératives. Et enfin, notre 4e entrepreneur et candidat, Florian Legris, CEO et cofondateur de Dermascan. Dermascan est une solution pour détecter au stade le plus précoce un éventuel cancer de la peau. Soyez les bienvenus. Pas trop stressé, tout va bien ? Bon, alors je vous rappelle les règles de la soirée. Vous avez 3 minutes 30 pour nous convaincre, pour nous embarquer, pour embarquer le public dans votre projet. C'est l'heure du pitch. Il va falloir être clair, il va falloir être convaincant et concis pour séduire tout le public. J'insiste parce qu'un décompte de 3 minutes 30 apparaîtra vous voyez là, sur cet écran, sous vos yeux. Lorsque le temps sera écoulé, je serai dans l'obligation de vous interrompre. Sans plus tarder, on démarre avec vous, Elodie Litzler. Vous êtes prête ? Alors, le beeper, il est juste ici. Vous pouvez rester au pupitre ou sur scène comme bon vous semble. On attend que au niveau du décompte, c'est bon, on vous fait signe en régie. Bien, ça marche. C'est parti.
Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Donc, je suis fondatrice d'Avatar Médical. On est une entreprise qui fait des logiciels d'imagerie médicale 3D, donc qui peuvent être vus comme des jumeaux numériques. À partir des scanners, des IRM, on fait des modèles 3D de patients. Mais on fait ça dans un endroit où on n'a pas trop l'habitude de les voir, c'est-à-dire dans les salles de consultation, un espace où il n'y a particulièrement eu aucune innovation majeure depuis des décennies. Alors que pourtant, dans ces salles de consultation, il y a beaucoup qui se joue quand on est dans une consultation avec son chirurgien. On a essayé de comprendre ce qui se passe, on a essayé de comprendre ces imageries en noir et blanc et en coupe, et on vous dit du coup quels sont les risques, est-ce que vous voulez vous faire opérer, et vous n'avez pas vraiment les moyens de vous décider, vous allez chercher des opinions secondaires. Et donc forcément, si vous cherchez une opinion secondaire, c'est qu'il y a un de ces deux hôpitaux qui va perdre le patient et qui ne pourra pas du coup avoir les revenus qui vont avec. Donc c'est pas un petit problème, parce que si vous êtes un grand système américain comme Northwell à New York, vous avez presque 7 milliards de revenus de vos chirurgies. Si vous perdez 5 à 10% des patients parce qu'ils vont ailleurs après la consultation, et bien en fait vous avez un problème de 500 millions par an, littéralement de revenus qui sortent de la porte de chez vous. Donc nous, en fait, on a fait une solution logicielle hyper simple, en quelques clics, pour créer des modèles 3D, même quand on n'est pas radiologue, en salle de consultation. On se connecte à la base de données où sont les images médicales, le PACS. En quelques secondes, on crée un modèle 3D. On a des outils qui sont brevetés, donc celui que vous voyez, en fait, où on va aller chercher l'anatomie d'intérêt. On la pointe dans la coupe, donc là, on va faire apparaître, par exemple, le poumon et les bronches. Et après, on peut lancer la création de modèles 3D avec des affichages qu'on dit stéréoscopiques, donc qui donnent une perception de la profondeur. On avait commencé avec les casques VR, mais là maintenant on travaille avec des écrans 3D, et donc notamment avec un partenariat avec la société belge Barco, qui sort cet écran l'année prochaine. On annonce le lancement du produit à Chicago ce week-end, à RSNA, la grande conférence de radiologie. Donc en fait, avant nous, d'autres ont déjà montré que quand on mettait des modèles 3D dans les consultations de chirurgie, ça permettait de retenir plus de patients. Et c'est pas un petit effet, hein, ça peut être 5, 10, 15% de patients en plus. Sauf que les concurrents, en fait, ont une problématique, c'est qu'ils ont une problématique de workflow. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire préparer le modèle à un radiotechnicien ou un radiologue, ben, comment vous allez faire les dizaines de consultations qu'il y a par semaine en chirurgie? Vous ne le faites pas. Et donc, vous avez vraiment un potentiel, mais qui n'est pas réalisé pour des problèmes de workflow. Donc, nous, avec nos quelques clics, on peut adresser ce problème. Et du coup, c'est effectivement beaucoup d'argent. Vous êtes un chirurgien, vous ramenez un patient de plus par semaine de vos dizaines de patients que vous voyez en consultation, vous allez faire 2 millions de revenus de plus pour l'hôpital par an. Donc, on vend des licences logicielles à des hôpitaux, à des gros services de chirurgie, de neurochirurgie, dans des zones à forte concurrence, donc notamment sur les côtes aux États-Unis. Et on a fait nos premières ventes cette année, après avoir obtenu le marquage du logiciel et fini le produit les premières années. Donc, on en a aujourd'hui 5 ans. On était un spin-off Pasteur Curie. Les premiers produits sont marqués. Les premiers clients aux US sont là. Et voilà, on espère maintenant, via notre partenariat avec Barco et notre reach mondial, pouvoir s'étendre. Bravo. Félicitations. 3 minutes 30. Parfait. C'est pas simple de passer la première. Donc, vraiment, on peut vous applaudir encore. C'est la malédiction du 3. Et alors, c'est à vous, David Fissa, pour Biome Labs. Nous vous écoutons. C'est parti. Bonsoir. Alors, en tant que particulier, quand à la maison, vous voulez, par exemple, aller chez votre fabricant de meubles préféré pour installer un meuble à la maison, ou vous allez dans votre magasin de bricolage parce que vous cherchez une vis, vous allez normalement régulièrement mesurer pour savoir j'ai combien de places de disponibles à la maison ou quelle vis va rentrer dans le trou que je dois faire à la maison. Si je transpose ça dans l'industrie de la cosmétique, par contre, il y a un truc qui est bizarre. Dans la cosmétique, dermocosmétique. Aujourd'hui, quand on veut acheter un produit cosmétique ou dermocosmétique, eh ben, il y a tellement de produits qui sont disponibles sur le marché que les consommateurs sont complètement perdus. Et ils ne savent pas quoi choisir et achètent en gros au hasard ou influencés par des youtubeurs, tiktokers. Ça se traduit en fait en termes de chiffres par le fait que sur un marché global de la cosmétique qui représente 650 milliards de dollars par an, les consommateurs finissent par jeter 450 milliards de dollars à la poubelle.
70% des produits cosmétiques ou dermocosmétiques qui sont achetés finissent par être jetés. La raison numéro 1, c'est parce qu'en fait, on prend le produit, on se le met sur la peau et c'est pas de chance. C'est pas compatible avec la peau, ça nous fait des boutons, des rougeurs, des démangeaisons et on finit par le jeter. Il y a une révolution dans l'industrie, ce qu'on appelle le microbiome. Donc le microbiome, ce sont les 100 000 milliards de bactéries que l'on a tous partout en nous. Dans les intestins, c'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et sur la peau, c'est ce qu'on appelle le microbiome cutané. On en a beaucoup, 100 000 milliards de bactéries. Une personne de 60 kg, c'est quand même 2 kg de bactéries, pour se rendre compte, en termes de quantité. Alors nous, on est une start-up industrielle française spécialisée dans le microbiome. On est là pour tester et analyser la manière dont les produits se comportent par rapport au microbiome. On est une boîte d'ingénieurs, on est 17 personnes spécialisées en immunologie, génie génétique, microbiologie et intelligence artificielle pour pouvoir notamment recommander des produits spécifiquement adaptés à la peau. Parce que le microbiome, c'est un lien scientifique et mesurable entre ce que vous avez sur la peau et les produits qu'on y applique et ça permet de faire une recommandation. Alors concrètement, on développe une solution, ça vous rappelle sûrement quelque chose si vous voyez, vous n'êtes pas trop loin, ce qu'on se faisait tous dans le nez pendant le Covid, 8 milliards d'individus qui se sont fait des tests Covid antigéniques. On fait des systèmes de tests diagnostiques qui permet de mesurer en quelques minutes, 2 minutes chrono, pour quelques euros, directement à la maison, dans le point de santé ou bien dans le point de vente, son microbiome, et avec un système d'IA de se voir recommander les produits spécifiquement adaptés à la peau. Ça fonctionne uniquement en B2B pour des professionnels de santé ou des professionnels de la cosmétique avec simplement une application qui permet de prendre en photo ces bandelettes antigéniques et ensuite de recommander les produits les plus spécifiquement compatibles avec votre peau. Donc pour faire ça, donc on est une boîte industrielle, on est très fiers d'avoir une collaboration avec l'Institut Pasteur qui a été le pionnier de la microbiologie et on est dans cette lignée-là parce que donc, le microbiome permet vraiment de changer à jamais la manière dont demain, vous, en tant que consommateur, vont vous permettre de trouver les produits vraiment adaptés à la peau. Ça s'applique aussi bien à la cosmétique, dermocosmétique ou pharma. Merci beaucoup. Bravo. Parfait. C'est pas simple comme exercice. Je vous laisse regagner votre place. Mettez-vous là. Et tout de suite, nous écoutons Jérôme Geoffroy pour Silcare. Bonjour à tous. Donc Silcare, nous sommes une société spécialisée dans les sciences de l'audition, une biotech en particulier, et nous avons pour ambition de transformer la prévention et le traitement de la perte auditive. Aujourd'hui, on navigue dans du bruit, essentiellement. Le silence n'existe plus, et petit à petit, on devient de plus en plus malentendant, voire même sourd. Aujourd'hui, et même à terme, d'une personne sur 4 sera sourde dans la perspective de 2050. Le problème avec l'audition, ce n'est pas simplement un problème d'audition, c'est un problème de santé globale. L'audition est connectée à plusieurs problématiques. La première, par exemple, on voit un lien très clair entre la perte d'audition et le déclin cognitif, Alzheimer en particulier. On voit également beaucoup de liens entre le diabète et une arrivée plus précoce des troubles auditifs, des liens avec, encore, Parkinson, acouphènes, etc. Donc un lien très fort avec notre santé. Donc traiter l'audition, c'est traiter sa santé aussi. Silcare a été créé en 2014, très rapidement, est présente en France, mais aussi dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et bientôt au Japon. Silcare a réalisé une levée de 40 millions d'euros l'année dernière, en particulier avec un partenaire japonais. On aura pour ambition de lancer des études cliniques pour traiter ce qu'on appelle la synaptopathie cochléaire, mais bien plus aussi mettre en place une plateforme d'auditory analytics. Le premier traitement qu'on souhaite mettre en place et qui va traiter ce qu'on appelle la synaptopathie cochléaire, c'est un nom un peu barbare, mais qui traite, et je pense autour de cette audience, il y a beaucoup de personnes touchées à partir de 40 ans. On a des difficultés de plus en plus affirmées à écouter et comprendre, surtout dans le bruit. Aujourd'hui, plus de 10 à 15% de la population mondiale est touchée. Quand c'est non traité, elle devient de la surdité. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer très tôt. Et aujourd'hui, les aides auditives ne peuvent rien contre la synaptopathie. C'est comme si on déconnectait le circuit. Les aides vont aider, mais à un moment donné, le circuit est coupé. Donc il faut trouver des solutions thérapeutiques très rapides. Ce qu'on peut traiter également avec ce médicament, c'est les acouphènes. Je vous passe aujourd'hui toute la revue et tous les messages qu'on reçoit. Il y a un besoin énorme de trouver des solutions pour les patients qui sont atteints d'acouphènes. Je ne sais pas dans cette salle s'il y en a, mais c'est dramatique et leur qualité de vie très dommageablement engagée.
Notre première innovation, elle est sur la partie biotech. On répare de l'intérieur le système nerveux. Donc ça va être assez intéressant dans un premier temps, c'est non invasif. Ce qui est important, on est la première thérapie, on va rentrer en phase clinique l'année prochaine. On a pu bénéficier du programme France 2030 et on vous remercie encore. Ce programme qui était signé aussi avec Shionogi nous permettrait à terme d'engranger plus de 400 millions d'euros de revenus et des royalties. Donc là, on est sur une partie très biotech. Mais aujourd'hui, la biotech est plus que ça. Elle doit être combinée à de la médecine de précision. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme d'Auditory Analytics qui va nous permettre de déterminer et identifier des marqueurs pour apporter le bon traitement au bon patient. Grâce à cette plateforme, on arrive à générer beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on a plus de 400 patients analysés. On va avoir une capacité de mesurer plus de 100 000, voire plus de 100 000 plus de data qui va nous permettre de caractériser vraiment l'audition et d'apporter vraiment le traitement à la bonne personne. Cette IA est au cœur de notre médecine auditive. Elle va nous permettre surtout de détecter les premiers signes cliniques très tôt de certaines maladies qui sont invisibles aujourd'hui, réduire la variabilité des essais cliniques en termes de coûts, en termes de temps, d'augmenter les taux de réponse au traitement et surtout d'apporter un accès marché. Voilà, en gros, Silcare, c'est une combinaison entre la thérapie, l'AI et du biomarqueur. On a pour ambition de réinventer la santé auditive mondiale pour traiter la perte d'audition. Merci Jérôme Geoffroy. Et pour conclure cette première session, nous accueillons Florian Legris. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florian Legris, je suis l'un des fondateurs de Dermascan. Et avec Dermascan, on va parler du dépistage des cancers cutanés. Alors avant de rentrer dans le détail, j'aimerais vous partager quelques chiffres. Le cancer cutané, c'est un cancer diagnostiqué sur 3 aujourd'hui en Europe. On parle quand même d'1 million de cas par an et surtout on parle d'un chiffre qui est en forte progression, un chiffre qui a doublé en 20 ans et qui devrait augmenter de 50% d'ici à 2040. Alors face à cette augmentation, les autorités de santé recommandent une seule chose, dépister, dépister, dépister. Malheureusement, nos systèmes de santé ne sont pas du tout dimensionnés pour traiter un tel flux. On estime qu'en Europe, il y a à peu près 60 millions de patients qui chaque année ne sont pas pris en charge alors qu'ils devraient l'être. La raison, on la connaît tous. D'un côté, on a des médecins généralistes qui ne sont pas formés, et de l'autre, on a une pénurie de dermatologues. Et le résultat concret, c'est quoi? C'est un délai d'attente extrêmement long pour avoir un rendez-vous, et surtout, et c'est ça qui est bien pire, une personne sur 2 qui renonce à prendre rendez-vous face à de tels délais. Donc c'est pour cette raison, pour toutes ces raisons qu'on a créé Dermascan. Avec Dermascan, notre ambition est simple, c'est de créer un monde où le cancer de la peau serait toujours détecté à un stade précoce pour offrir à chacun les meilleures chances de guérison. Concrètement, comment on fait? Concrètement, on déploie des centres de santé dédiés au dépistage du cancer cutané qui reposent sur 2 types d'innovations. D'un côté, des innovations de protocole et de l'autre, des innovations technologiques. Innovation de protocole parce que dans nos centres, ce sont des médecins généralistes qui exercent, des médecins généralistes évidemment formés au dépistage des cancers cutanés, qui globalement vont avoir une seule mission, dire si le patient qui est en phase 2 nécessite une prise en charge urgente par un dermatologue ou pas. Et si c'est le cas, le patient va être adressé à un réseau d'oncodermatologues pour une prise en charge rapide, en moyenne 7 jours. Innovation technologique parce que dans le parcours de soins Dermascan, il y a 2 innovations majeures. Il y a ce qu'on appelle une cartographie corporelle totale. Donc en fait, on va venir scanner l'entièreté du corps du patient pour déterminer de façon exhaustive ses grains de beauté, leur taille, leur couleur, leur aspect. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça va permettre 2 choses. Ça va permettre d'un côté l'autosurveillance pour le patient, et ça va permettre aussi un meilleur suivi dans le temps. Quand il va revenir à M12, M24, M36, on va pouvoir comparer ces 2 cartographies et voir quelles sont les lésions qui ont évolué. Critère numéro 1 dans le dépistage des cancers cutanés. La deuxième brique d'innovation technologique chez Dermascan, c'est la présence d'un compagnon IA à destination du médecin qui exerce en centre, qui va pouvoir donner un second avis systématique sur toutes les dermoscopies dans le but de fiabiliser le diagnostic médical et donc de passer à côté de ce qu'on appelle les faux négatifs. Dermascan, c'est une solution qui profite à tous. Ça profite aux médecins généralistes, puisqu'ils ont enfin une filière vers laquelle ils peuvent envoyer leurs patients. Ça profite évidemment aux patients, puisque ça leur permet d'avoir des accès rapides à un dépistage, le tout pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ça profite au système de soins, puisque plus on dépiste précocement et moins le coût de la prise en charge est élevé. Et ça profite évidemment aux dermatologues, puisqu'en fait, on vient trier la patientèle qui arrive dans leur salle d'attente et on consacre, pour qu'ils puissent concentrer leur temps sur des cas vraiment importants où leur temps de spécialiste est le plus utile. Dermascan, on a ouvert notre premier centre en février 2025. On a fait aujourd'hui plus de 4000 dépistages. On a déjà permis de prendre en charge plus de 50 cancers, dont 9 mélanomes. Et surtout, on a filtré 90% des consultations chez le dermatologue.
Ça, voilà un peu la présentation. Maintenant, je vous invite tous plutôt à tester l'expérience. Notre centre est à Paris. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib. Le message est passé. Merci à toutes et à tous. On vous applaudit. Merci Florian Legris. Bien écoutez, challenge relevé avec brio. J'ai envie de dire encore merci à vous quatre pour ces innovations aussi prometteuses que nécessaires. Je vous laisse regagner votre place. On vous applaudit chaleureusement. Et je rappelle qu'une de ces innovations, parmi toutes celles qui seront présentées ce soir, recevra un prix coup de cœur au MEDEF ce soir. Pour évoquer maintenant les enjeux de l'innovation en santé en France, nous accueillons François Hébert, délégué général du SNITEM, et Frédéric Gérard, président de France Biotech. Je vous laisse me rejoindre sur scène. Vous vous asseyez là où vous le souhaitez. Soyez les bienvenus. Je rappelle que vous êtes tous deux partenaires de cette soirée. Alors, j'ai plein de questions à vous poser et on commence avec vous, François Hébert. Le SNITEM représente les industriels des dispositifs médicaux. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux assez rapide du secteur et son poids dans l'économie de la santé ? Alors, d'abord, merci au MEDEF pour avoir organisé cette soirée autour de la MedTech. Quand je me présente, je dis je suis directeur général du SNITEM. Alors les gens ils disent SNITEM, c'est un peu cryptique, Syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Ah oui, alors vous faites quoi ? Je représente le monde du dispositif médical, la MedTech. Ah oui, c'est quoi la MedTech très concrètement? Parce qu'en fait, dans la salle, je pense qu'il y a beaucoup d'experts du sujet, mais peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui connaissaient peu finalement ce secteur, qui est un secteur qui représente plusieurs millions de références à l'échelle nationale. C'est un secteur qui couvre des champs extraordinairement variés, parce que là, on a plongé directement dans le monde de l'innovation, et c'est fascinant. Mais c'est un secteur qui est un secteur qui accompagne évidemment aux côtés du médicament l'offre de soins, la prévention en santé, l'amélioration de l'organisation des soins et le maintien à domicile des patients. C'est un secteur qui couvre des dispositifs qui sont individuels, typiquement mes lunettes. Je pense que personne dans la salle n'a les mêmes lunettes que moi. Voilà. Vous en avez aussi. Des dispositifs donc individuels, ça peut être une prothèse de hanche, ça peut être un stent cardiaque, ça peut être. Et puis c'est des dispositifs collectifs au travers de l'imagerie médicale, par exemple. Quand on parlait de prévention, l'imagerie médicale est évidemment au cœur du sujet. C'est un secteur qui a pas mal de particularités, et en particulier, alors je l'oppose absolument pas, ça a été dit en introduction par Madame la vice-présidente, mais on n'oppose pas les secteurs les uns aux autres, mais c'est un secteur qui est très ancré dans le coût humain. Dans le secteur du médicament, on est dans la grande série. Le dispositif médical, on est très souvent dans vraiment l'adaptation individuelle du dispositif. C'est un secteur qui représente 100 000 salariés à l'échelle nationale, si on compte les emplois directs ou indirects. Donc c'est un secteur économique évidemment important. On a à peu près 1400 entreprises en France. Alors, la particularité du secteur, c'est qu'il y a 93% à peu près de TPE-PME. Donc c'est un secteur qui est à la fois un secteur extraordinairement dynamique, et je pense que la soirée va le démontrer. On a la création à peu près de 50 startups chaque année. Voilà. Mais c'est un secteur qui est aussi fragile de par son tissu industriel, parce que TPE-PME. C'est un secteur qui a 75% d'entreprises françaises. 50% des emplois en France sont liés à des entreprises françaises, 50% sont liés à des entreprises internationales. Et c'est un secteur qui, par contre, a un chiffre d'affaires qui est inversé. C'est-à-dire qu'on est exactement dans des ratios inverses. Et ça, on en reparlera sans doute tout à l'heure au titre des enjeux de la réglementation et du poids de la réglementation. Malheureusement, en France, nous n'avons pas de licorne nationale dans le secteur de la MedTech. Pas encore ? Pas encore. Ce qu'on espère tous. Et c'est pour ça qu'on y travaille conjointement. Merci François Hébert pour cet état des lieux. Alors Frédéric Gérard, bonsoir, soyez le bienvenu. France Biotech représente les entreprises de biotechnologie et de medtech innovantes. Selon vous, quels sont les enjeux prioritaires au-delà des questions de financement pour ces innovations, pour qu'elles deviennent des solutions pour les patients ? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, France Biotech, on est une association professionnelle depuis une trentaine d'années. On fédère les entrepreneurs français de la health tech. Nos entreprises,
on a 700 adhérents, sont majoritairement des startups françaises. Et d'ailleurs, la majorité d'entre elles sont des spin-offs académiques. Donc c'est le prolongement de la recherche académique, c'est le trait d'union finalement entre la recherche académique et le patient, les professionnels de santé. Et on a toutes sortes de technologies innovantes en santé. Donc on retrouve évidemment des biotech qui développent des médicaments, comme le nom de France Biotech l'indique, mais on retrouve aussi des startups qui développent des dispositifs médicaux physiques, des dispositifs médicaux diagnostiques, de plus en plus des dispositifs médicaux numériques. Et c'est important pour France Biotech d'être capable de rassembler l'ensemble de ces technologies, parce qu'il y a une vraie convergence en termes d'exigences réglementaires sur le développement de ces technologies. Et puis, et c'est vraiment très important, ça permet d'avoir vraiment un discours centré autour du parcours du patient. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes diabétique, quand vous êtes insuffisant cardiaque, c'est pas un médicament, c'est pas un dispositif médical, c'est la combinaison de l'ensemble des technologies qui fait que vous allez aller mieux, et surtout qu'on va avoir un parcours de soins optimal et donc particulièrement efficient en termes, je dirais, d'économie de la santé. Donc quand vous parlez de bénéfices, il peut y avoir avec les technologies qu'on représente soit des bénéfices directs, hein, vous avez un problème d'insuffisance valvulaire au niveau du cœur, voilà, vous avez des valves cardiaques. Il peut y avoir aussi des bénéfices indirects, et on le verra tout à l'heure avec certains de nos adhérents comme Teremia. Il y a aujourd'hui des technologies, notamment assistées par l'IA, qui vont accélérer, sécuriser le développement des médicaments. Hein, parce qu'aujourd'hui, développer un médicament, c'est extrêmement long, 15 ans en moyenne, c'est extrêmement cher, 1 milliard, 2 milliards. Il y a plus en plus de mal à trouver des financements et c'est important de sécuriser, d'accélérer. Donc, où peut-on accélérer ? En fait, le parcours de l'innovation, il est très long. Je vous le disais, nous, on est en train de travailler sur un plan d'accélération de l'innovation à toutes les étapes, en fait, depuis l'identification de l'invention dans la sphère académique jusqu'à l'accès aux patients, aux professionnels de santé en France et dans le monde. Il y a des sujets particulièrement prégnants sur l'industrialisation, être capable de trouver en France des prestataires qui vont aider ces jeunes startups à développer leurs premiers prototypes, à développer un procédé de fabrication qui est extrêmement contraint parce qu'on est sur des produits de santé. Il y a des travaux autour de la recherche clinique. La France, aujourd'hui, perd en compétitivité en recherche clinique, même si on fait des efforts pour accélérer les autorisations, les autres vont plus vite que nous. Au Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est 30 jours pour une autorisation de recherche d'essai clinique, sans risque, ou en tout cas sans avoir plus de risque pour le patient qu'en France. En Europe, Union européenne, c'est 4 mois. Il y a un vrai sujet à l'accès à la donnée de santé, et de plus en plus de technologies sont dépendantes de cet accès aux données de santé, que ce soit l'accès au stock des données, et donc le Health Data Hub, qui était une grande ambition, ne fonctionne pas de façon optimale, et puis l'accès au flux. Il faut savoir qu'un établissement comme la PHP a plus de 1000 applications différentes qui ne communiquent pas entre elles. Hein. Et puis finalement, il y a un vrai sujet de prise en charge par l'assurance maladie. Les technologies évoluent très très vite et le réglementaire n'évolue pas aussi vite. Il nous a fallu par exemple 3 ans d'efforts pour que certains logiciels qui vont aider le médecin au diagnostic, à la prescription, puissent finalement être pris en charge, on l'espère, par le PLFSS de cette année. Donc un très très long cheminement. Merci Frédéric Girard pour la mise en lumière de ces enjeux, et ils sont nombreux. François Herbert, cet essor de l'innovation, on vient de le voir, se heurte souvent à une réglementation et des processus d'évaluation de plus en plus complexes. Comment concilier exigence et agilité pour ne pas freiner l'arrivée des innovations sur le marché français ? Alors c'est un vrai sujet. On est sur un secteur évidemment qui touche à la santé, donc la réglementation est là pour protéger les patients. Évidemment, et faire en sorte que les dispositifs médicaux qui sont mis à leur disposition soient les plus sécures possibles, on va dire, voilà, avec des enjeux d'efficience. On est évidemment un secteur qui est financé par les fonds publics, donc par définition, on va dire qu'il y a forcément des contraintes associées. Mais pour autant, c'est vrai qu'on voit que le poids de la réglementation s'alourdit de jour en jour. La mise en œuvre du règlement sur le dispositif médical qui est entré en vigueur dans les années 2020, alors il y a eu plusieurs reports successifs, et en particulier liés à sa complexité et au Covid, a généré des délais de mise sur le marché qui ont été multipliés par quasiment 2, 3. On a aujourd'hui, pour obtenir le marquage CE, on a des délais de l'ordre de 4 ans, alors que quand
quand on est sur le territoire américain, l'obtention du certificat FDA est plutôt de l'ordre de 12 mois, 18 mois maximum. Donc on voit bien qu'effectivement, on a une perte de compétitivité au niveau européen. Les coûts de certification ont été multipliés par 5. Et donc on voit à quel point, alors qu'on est sur un secteur qui est vraiment le secteur de l'innovation, de TPE, PME, à quel point effectivement cette réglementation peut être un frein. Et par ailleurs, la France, parfois, se tire aussi des balles dans le pied. C'est-à-dire qu'elle complexifie au-delà de la réglementation européenne en rajoutant des couches, des surcouches, et surtout en ayant, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite discuter avec les autorités publiques, c'est en ayant une administration qui est très cloisonnée. C'est-à-dire que chacun regarde le sujet à l'aune de son propre périmètre et on a du mal à avoir une vision un peu longitudinale et en particulier des enjeux médico-économiques que peut représenter le secteur qui, comme je l'ai dit, quand on parle de prévention, quand on parle d'optimisation de l'organisation des soins, quand on parle de maintien à domicile, on n'est pas forcément vu, enfin on est vu comme un poste de coût alors qu'on devrait être vu comme un poste de bénéfice. Et c'est là-dessus qu'il faudrait pouvoir avancer. Voilà. Très bien, décloisonner, simplifier et se projeter aussi un peu à long terme. Frédéric Girard, le secteur est-il résilient d'un point de vue économique selon vous? Et puis une question peut-être un peu piège, si vous deviez transmettre un message au pouvoir public sur le financement de l'innovation, quel serait-il? On a, depuis le début de l'année 2025, quelques bonnes, voire très très bonnes nouvelles sur le financement d'un certain nombre d'entreprises, que ce soit dans le médicament, le dispositif médical, la santé numérique, le secteur du coté, du non-coté, des modèles, je dirais, un peu innovants de financement sur du royalties ou du prêt auprès de la Banque européenne. Donc on a un secteur qui attire, qui plaît aux investisseurs. Après, quand on regarde ces cas importants qui sont un peu les locomotives du secteur, ces locomotives qui sont du secteur, si on les met un peu de côté et qu'on regarde la moyenne des entreprises, il faut quand même avouer que c'est particulièrement difficile. Les startups en santé ont entre 6 et 12 mois de trésorerie. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles vont pouvoir payer leurs salariés pendant les 6 à 12 mois qui viennent. Un tiers, et c'est un observatoire qu'on a publié ici au mois de juillet, un tiers ont 3 mois et moins, donc vraiment des horizons très courts. Et évidemment, sans surprise, 80% d'entre elles recherchent des fonds. Et la recherche de fonds est particulièrement difficile en ce moment. Quand on a interrogé ces entreprises, elles étaient en recherche de fonds depuis à peu près 11 mois. Alors, ça peut être effectivement des niveaux d'exigence qui a augmenté chez les sociétés de gestion qui font du capital risque. C'est surtout que ces sociétés de gestion ont elles-mêmes du mal à trouver de l'argent, si vous voulez. Donc on est vraiment dans un environnement qui est tendu, particulièrement pour la France, du fait du climat politique économique qui est quand même pas très, très rassurant pour les investisseurs. Donc dans ce contexte-là, et vous me demandiez quel était le message que je souhaitais faire passer, il y a un dispositif qui fonctionne très très bien en France, que beaucoup nous envient, c'est le crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, c'est 9 sociétés sur 10 bénéficient du crédit impôt recherche. Ça représente 20 à 30% des dépenses d'exploitation. Ce dispositif, il est vital. Et pourtant, à chaque fois que le débat du PLF arrive à l'Assemblée nationale, c'est le mélodrame. Même mélodrame chaque année, avec des décisions qui sont parfois prises dans l'urgence et totalement incompréhensibles. L'année dernière, ont été exclus du crédit impôt recherche les dépenses de brevets qui concernent des entreprises françaises uniquement, les étrangers ne déposent pas leurs brevets en France, et des entreprises qui ont plutôt des produits physiques, donc un potentiel de production en France. Et on a fait l'économie du post-CIR sur ces entreprises, ce qui est totalement aberrant. Donc nous, on demande évidemment à chaque fois une stabilité du CIR. Ça s'est plutôt bien engagé cette année. Puis on a vu arriver un amendement sur l'obligation de rembourser le CIR si l'entreprise réduit ses effectifs. Mais la réduction des effectifs, il est inhérent au modèle de la start-up. Donc si la start-up est en difficulté, la seule solution est la réduction des effectifs, vous lui demandez de rembourser le CIR, vous tuez l'entreprise. Donc on a besoin d'une stabilité sur le crédit impôt recherche et stabilité avec des perspectives moyen-long terme. Le message est passé, c'est très clair. François Hébert, sur ces défis communs qu'on vient de mettre en lumière, quelles sont les actions ou les partenariats concrets que vous menez avec France Biotech, justement, pour porter une voix unie et puis forte auprès des industriels de l'innovation en santé? Alors déjà, je vais juste commencer par compléter, si vous me le permettez, les propos de Frédéric. On a aussi des dispositifs publics alors qui sont plutôt intelligents, le PECT, le PECAN, le forfait innovation, qui permettent effectivement des financements. Aujourd'hui, force est de constater que ces dispositifs sont un peu grippés.
Ça, c'est aussi un message, s'il y a des autorités publiques dans la salle, parce que conceptuellement, ils sont intelligents, hein, ils permettent effectivement des financements précoces, mais on a fait un rapport là récemment qui montre à quel point effectivement ça fonctionne mal. Voilà. Et sur le crédit impôt recherche, je rejoins totalement ce qu'a dit Frédéric. Il y a une autre mesure qui est passée l'an dernier sur laquelle on essaye de faire revenir effectivement le Parlement, c'est l'exclusion des doctorants. Parce qu'on sait très bien à quel point nos startups, nos TPE, nos PME ont besoin de cette ressource pour œuvrer. Alors, très clairement, entre France Biotech et le SNITEM, c'est très complémentaire. Et je dirais, on ne sera jamais trop pour défendre un secteur comme celui-là. Alors, du côté du SNITEM, donc on a 630 adhérents. On a, et je veux saluer Franz Bozac, alors j'espère que je le prononce bien, Franz Bozac, le président de notre groupe de travail Startup, justement, qui apporte de l'information et fait du partage d'expérience, de retour d'expérience au bénéfice de tout ce tissu-là. On a France Biotech qui est notre partenaire dans la journée qu'on organise tous les ans, et je donne rendez-vous à tout le monde le 9 juin prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est le plus gros événement qu'on organise annuellement. Ça réunit 1 millier d'acteurs du secteur, des startups. Alors on disait pas de cloisonnement, justement, c'est l'occasion de faire rencontrer des startups et des grandes entreprises pour nouer des partenariats, partager l'expérience. Donc c'est accessible à tout le monde, hein. C'est gratuit. Et c'est accessible à tout le monde. Donc venez le 9 juin prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Voilà, et effectivement, France Biotech est partenaire de l'événement. Donc on travaille en très bonne intelligence, évidemment, chacun avec un peu son prisme, mais qui sont très, très cohérents. Voilà. Très bien, le rendez-vous est pris, le 9 juin prochain, 2026, Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour conclure, Frédéric Gérard, quel appel souhaiteriez-vous lancer à l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour que la France reste une terre d'innovation en santé ? Alors, la France est une terre d'innovation en santé très, très forte. On a en France des expertises dans les sciences dures, des expertises dans les sciences de la vie, et ça, c'est plutôt bon en fait pour l'émergence des nouvelles technologies dans le secteur de la medtech et de l'IA en santé. On le voit bien, on a 2800 startups en santé, c'est un chiffre qui est augmenté, on a de plus en plus d'emplois. Donc vraiment un secteur particulièrement dynamique qui rencontre des difficultés en moyenne pour se faire financer, mais un secteur particulièrement dynamique. Et avant le 9 juin, vous avez le 8 et le 9 décembre à Bordeaux, à la grande conférence qu'on organise avec les CHU, la conférence des directeurs généraux de CHU, qui est aussi un bon moyen de venir s'imprégner du dynamisme de cet écosystème. Alors c'est un écosystème qui a une chance inouïe, c'est celui de travailler sur la santé. Ça a beaucoup de sens, c'est quelque chose que l'on ressent dans notre écosystème. D'ailleurs, souvent les dirigeants de start-up, les fondateurs de start-up ont une histoire personnelle derrière eux qui les a amenés à pousser ce projet avec énormément de détermination. C'est une vraie chance qu'il faut vraiment garder en ligne de mire. Et s'il y avait deux messages à passer, je pense que le premier, c'est la force du collectif. On a besoin de changer profondément l'approche de notre système de santé. Si on veut en garantir la soutenabilité, il faut qu'on travaille collectivement sur plus de prévention, il faut qu'on travaille sur plus d'efficience, et on a les technologies qui nous permettent justement d'améliorer cette efficience, et il faut que le cadre réglementaire évolue rapidement. Et pour ça, on a besoin de travailler ensemble, nous entrepreneurs, mais travailler ensemble aussi avec les pouvoirs publics et avec l'agence Innovation Santé. C'est un partenaire que l'on croise très régulièrement, à peu près 4 ou 5 fois d'ailleurs dans les 15 jours qui viennent, Charles-Édouard, si je sais bien. Et puis il y a un autre sujet quand même, qui est l'international. Je pense que les entreprises françaises, et elles le font, ont besoin de s'ouvrir plus vers l'international. France Biotech, on essaie maintenant d'accompagner les entreprises sur chacun des événements, parce que le marché français est un marché important, mais c'est 4 à 5% du marché mondial pour les dispositifs médicaux et les médicaments. Les entreprises ont besoin d'aller à l'étranger. Après, il faut que collectivement, on travaille aussi pour ancrer en France, je dirais, l'essentiel, la recherche, la production et maximiser la création de valeur. Merci pour ces propos conclusifs qui sont optimistes. Merci pour cet échange. Je vous laisse regagner vos places. On vous applaudit, François Hébert et Frédéric Gérard.
Et la soirée MedTech continue avec de nouvelles solutions et peut-être même notre futur prix coup de cœur du public. Pour cela, j'appelle Nicolas Guenier, cofondateur et CEO d'EOScare, qui est la première clinique digitale certifiée pour accompagner les patients dans le traitement des addictions. Bienvenue. Nous accueillons également Colin Gallois, cofondateur et CDO de Epure. Epure a inventé le premier système de freinage pour fauteuil roulant manuel. On vous applaudit bien fort. Nous accueillons également Stéphane Roulon, CEO et cofondateur de MB Therapeutics, qui permet de révolutionner la production de médicaments en permettant aux pharmaciens dans leur pharmacie de produire des médicaments personnalisés. Soyez le bienvenu. Et nous terminons avec vous, France Bozzac, CEO et cofondateur de Sansom. Sansom invente un capteur ultra miniaturisé pour rendre les dispositifs médicaux intelligents et vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les règles de la soirée. Vous avez ici un écran sur lequel il y a un minuteur, 33 minutes 30, pas une seconde de plus. Et je rappelle qu'il y aura un vote en fin de soirée. Vous êtes dans les starting blocks. Nicolas, je vous laisse donc prendre la parole. C'est parti, c'est à vous. Bonsoir à tous, je suis Nicolas Guenier, je suis le cofondateur d'EOS et je m'excuse par avance, mais ce soir je vais peut-être être un peu chiant, mais je vais vous parler d'alcool et d'abstinence. L'alcool, c'est l'addiction qui tue le plus en France après le tabac. On dénombre 5 millions de buveurs quotidiens. Et pourtant, c'est une des maladies qui est la moins bien diagnostiquée. On compte moins de 10% de personnes qui sont diagnostiquées. Et sur ces moins de 10%, il y en a seulement 37% qui rentrent dans les soins. C'est ce qu'on appelle le treatment gap. Pour vous donner un ordre de comparaison, en parlant avec un médecin, il me prenait l'exemple du VIH. Le VIH en France, c'est 94% de patients diagnostiqués. Et pour ces patients diagnostiqués, 96% sont traités. 2025 est encore l'année de la santé mentale, donc il y a du boulot. Pour les patients qui sont suivis maintenant et qui sont engagés dans un parcours de soins et notamment un parcours d'hospitalisation, ce qu'on constate, c'est que 8 patients sur 10 vont rechuter à la suite de ces hospitalisations dans les 12 mois. Alors, c'est pas que les soins qui sont prodigués sont mauvais, c'est que le système de santé et le territoire n'est pas adapté à cette maladie. L'addiction, la dépendance est une maladie qui se soigne au quotidien. Et c'est ce constat qui nous a permis de construire, avec Camille, psychiatre addictologue, avec Maxime, mon directeur technique, donc à 3 et avec un comité scientifique, de créer cette première clinique digitale en addictologie qui a été certifiée en juin dernier et qui, depuis le mois de juin, on a accueilli et pris en charge 500 patients. On a 13 médecins addictologues qui sont salariés et on travaille avec un peu plus de 45 établissements partenaires. On travaille à peu près avec tout l'écosystème en addictologie puisque tous les professionnels de santé, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient en ville, sont confrontés à des problématiques de rupture de soins et sont absolument ravis de nous trouver puisqu'on apporte une continuité de soins à un moment où le territoire ne fonctionne plus. Et on est surtout satisfait des retours des patients puisqu'ils expriment une grande satisfaction et ils recommandent évidemment très fortement cette solution. Et on utilise des échelles qui sont certifiées en addictologie qui démontrent une nette amélioration de la qualité de vie de ces patients. Alors concrètement, chez EOS, on propose aux patients un binôme de soignants, un médecin addictologue et un infirmier. Ces patients vont voir leurs soignants en téléconsultation. Le médecin va avoir 2 téléconsultations médicales avec son patient par semaine et l'infirmier est là pour intervenir en cas de besoin sous la forme d'une messagerie permanente et en cas de besoin avec des téléconsultations d'urgence. Et surtout, l'application mobile est un moyen pour le patient de rester acteur de ses soins et de travailler donc au quotidien avec différents outils thérapeutiques qui sont issus de l'addictologie qui lui permettent de maintenir son parcours de soins et de maintenir une continuité de soins. Aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques jours, pour rentrer dans les soins chez EOS, il fallait un adressage de la part d'un professionnel de santé ou d'un établissement de soins. Et depuis là quelques jours, on a ouvert l'application mobile pour que n'importe qui puisse rentrer dans les soins en s'inscrivant directement depuis l'application. Et à partir de janvier 2026, on va profiter du Dry January pour proposer un programme thérapeutique de 8 semaines, un programme thérapeutique qui sera composé d'un suivi infirmier et d'un accompagnement sous forme d'atelier en autonomie pour que chaque personne qui se pose des questions sur sa consommation et qui engage un questionnement sur sa consommation puisse engager un suivi. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses à faire et en tout cas notre ambition c'est de devenir vraiment une solution de référence en addictologie. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Nicolas. Je vous laisse
Allez vous asseoir. Vous ne serez pas déçus, tout à l'heure, on a un cocktail qui est un petit peu dans l'esprit de ce que vous venez de nous décrire, mais je ne veux pas en dire plus. On poursuit avec vous, Colin Gallois. Vous allez nous présenter la start-up Epure. Bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous savez comment on freine en fauteuil roulant? Moi, je ne savais pas. Et je me suis retrouvé confronté à cette situation il y a 10 ans, en face d'un utilisateur de fauteuil qui n'arrivait pas à freiner son fauteuil, pour la simple et bonne raison que la seule manière de freiner un fauteuil, c'est d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein et de venir saisir la roue à pleine main. Alors pour ceux qui sont en vélo ce soir, si vous voulez mener l'expérience, je décline toute responsabilité, mais ça vous projettera dans l'expérience. Ça amène deux problématiques. La première, au-delà des brûlures, des tensions sur les membres supérieurs, on s'adresse à des utilisateurs de fauteuils roulants qui ont déjà une prévalence des sollicitations sur les membres sup, troubles musculo-squelettiques, canal carpien, coiffe des rotateurs, et donc une perte d'autonomie due à la perte des fonctions motrices des membres supérieurs. Et puis une perte d'accessibilité, tout simplement. La pente qu'on a vue tout à l'heure, elle est à Paris, il n'y a pas besoin d'aller à Grenoble ou à l'Alpe d'Huez pour être confronté à des problèmes d'accessibilité liés aux pentes. Alors, ça concerne 400 000 personnes en France, 65 millions dans le monde d'utilisateurs de fauteuils roulants manuels, qu'on est allé rencontrer en leur posant cette question. Et 75% d'entre eux nous ont dit « bah oui, j'ai des problèmes à freiner mon fauteuil, je te le confirme ». Et puis 90% d'entre eux nous ont dit « avec grand plaisir, j'aimerais bien bénéficier, tout comme les vélos, même les rollers, d'un système de freinage sur mon fauteuil roulant ». C'est exactement ce qu'on a fait avec Epure en créant la première paire de roues qui intègre un système de fauteuil roulant. Le système, il est dans le moyeu, au centre de la roue, et il permet de s'installer sur n'importe quel fauteuil roulant manuel, neuf ou existant. C'est ici, à l'intérieur du moyeu, donc au centre de la roue, et c'est une technologie française et brevetée. Je me suis dit que quelques images vous permettraient, la scène étant assez plate, je ne pouvais pas vous faire de démonstration, mais nos utilisateurs le montrent mieux que nous, simplement en tirant la main courante, comme vous le voyez à l'image, un petit peu comme sur un vélo hollandais où on vient pédaler en arrière pour actionner le système de freinage. On permet de diviser par 5 les efforts dans les épaules et dans les bras, et surtout d'éliminer totalement les frottements avec la main. Plus besoin de mettre des gants, plus besoin de complexifier son quotidien qui l'est déjà. Et on permet aussi de motoriser les fauteuils puisque lorsqu'on n'a plus de problème à ralentir le moteur qui pousse, eh bien on a à la fois une solution pour monter la pente et puis une solution pour la descendre. Alors, je dois recliquer voilà, pour que ça passe. Ah non, je reviens en arrière, désolé. Je vous remets la vidéo. Cette pente et cet utilisateur, je l'ai rencontré il y a 10 ans. Depuis, on a fait un bout de chemin. Vous nous avez peut-être rencontrés au travers du concours Lépine ou Qui veut être mon associé. On a eu de très belles réussites aussi. On a équipé une centaine d'athlètes au JO cet été, nous permettant d'avoir, vous allez le voir sous vos yeux, le premier médaillé d'or en drift, première médaille d'or de Cuba et premier drifter médaillé olympique. Et puis on compte pas s'arrêter là. On vend désormais cette solution dans plus de 20 pays, avec un produit bien sûr marqué CE, disponible depuis 2 ans sur le territoire français, puis un petit peu partout. Et puis j'arrive aussi ce soir avec une nouveauté, parce qu'on s'arrête pas à la France. On a aussi sorti un nouveau produit que j'aurai le plaisir de vous présenter pendant le cocktail, pour continuer de déployer notre mission, qui est celle de rendre la mobilité accessible à ceux qui en ont le plus besoin, au travers de ce deuxième produit, du premier et encore plein d'autres. Merci Stéphane pour cette belle présentation. Et nous terminons avec vous, France Bozac. Vous avez la parole. Ah pardon. Non, Stéphane Rougeant. Mais oui, Colin, c'est moi qui perds les pédales, c'est le cas de le dire. Allez, on poursuit avec vous, du coup, Stéphane Roulon. J'ai le droit, c'est bon. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de médicaments nouvelle génération, parce qu'on n'est pas sur des gélules, on n'est pas sur des comprimés ou des suspensions liquides. C'est une nouvelle forme galénique, un médicament qui est produit par impression 3D. Pourquoi est-ce qu'on a créé MB Therapeutics? Pour plusieurs raisons. La première, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 240 000 pharmacies dans le monde, pharmacies hospitalières et pharmacies de ville, qui produisent tous les jours des médicaments pour répondre aux besoins non pourvus par l'industrie pharmaceutique. Et ces productions, donc ça correspond à un volume d'affaires de plus de 15 milliards de dollars
de médicaments produits au sein de ces pharmacies. Et ces médicaments, ils sont produits de manière manuelle, en broyant des poudres, les mélangeant pour produire des gélules ou des suspensions liquides, qui vont coûter de 2 et jusqu'à 3 € par unité, par forme orale, qui vont prendre 1h20 et jusqu'à 3 heures de temps humain pour certaines préparations, et qui vont présenter des fonctionnalités pharmaceutiques limitées. Également, à ce jour, il n'existe pas de solution technique permettant de produire automatiquement ces formes orales de manière sécurisée et économiquement viable. C'est pourquoi, avec MB Therapeutics, on propose une solution clé en main de production de médicaments personnalisés qui, grâce à l'automatisation, permet de réduire de 50 à 80% le coût de fabrication, qui permet de réduire de 60% le temps de manipulation humaine, ce qui est essentiel dans un contexte d'augmentation du besoin en médicaments personnalisés et de rupture de stock qui surcharge la capacité de production des pharmacies. Également, cette solution elle permet d'accéder à des nouveaux modes d'administration clés, comme des orodispersibles ou des formes orales à libération prolongée, ce qui n'est pas possible de produire en pharmacie en ce moment. Pour ce faire, le principe est simple. Comme une machine à café Nespresso, le pharmacien reçoit sa cartouche pharmaceutique qui contient excipient, principe actif, bref, tout le médicament. Il est équipé d'une imprimante 3D dans sa pharmacie et donc l'opérateur peut connecter la cartouche pharmaceutique à l'imprimante, sélectionner la dose, la quantité à fabriquer et l'imprimante produit les médicaments. Ils peuvent donc les proposer à leurs patients. Et donc l'objectif avec MB, c'est d'être leader en étant les premiers à proposer une solution clé en main de production de médicaments personnalisés avec 7 molécules compatibles avec notre technologie d'impression 3D en 2028, avoir une activité rentable et d'améliorer le monde à travers un engagement RSE qu'on met en place mais qu'on veut accélérer, qui est le fait de permettre à tout le monde, partout, de bénéficier de médicaments et de médicaments plus personnalisés. Donc merci à tous et au plaisir d'échanger ensemble. Merci. Merci Stéphane Roulon. Et puis maintenant, c'est à vous, France Bozac. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne vais pas parler de l'orthopédie, mais plus de l'AVC. En fait, si vous voulez, l'AVC, c'est en fait le fait qu'il y a un caillot qui bouche l'artère au cerveau, d'accord, qui donc réduit le flux sanguin au cerveau. Et depuis à peu près une dizaine d'années, il y a une révolution qui se passe, qui est en fait qu'aujourd'hui, au lieu d'essayer de dissoudre ce caillot par un moyen médicamenteux, chimiquement, on y va avec des dispositifs médicaux qui permettent de mécaniquement retirer le caillot et donc rouvrir l'artère. Ça a complètement changé la manière de la prise en charge de ces patients. On a doublé le nombre de patients qui vont s'en sortir de leur AVC avec peu ou pas de séquelles. Mais comme vous pouvez imaginer, pour y arriver et pour donner aux patients les meilleures chances en fait de rétablir sa vie normale comme c'était avant, il faut retirer ce caillot ou rouvrir l'artère au premier coup. Et ça, aujourd'hui, les médecins arrivent à faire dans à peu près 40% des cas. Dans 60% des cas, malheureusement, ils ont besoin de tester, d'essayer plusieurs méthodes. Notamment, on a à la fois ce qu'on appelle les stent retrievers, donc ça c'est une sorte de grille qui peut accrocher au caillot, ou des cathéters d'aspiration qui permettent d'aspirer le caillot. Et dans 60% des cas, ils doivent rechercher qu'est-ce que je fais, comment je fais, ce qui amène à une situation dans laquelle finalement, malheureusement, après 3 passages ou plus, il y a à peu près 4 patients sur 5 qui vont rester avec un handicap à vie. Maintenant, pourquoi cette question? Pourquoi ce questionnement du tout? C'est parce que malheureusement, le médecin, lorsqu'il traite les patients, la seule chose qu'il voit, c'est l'image à gauche, qui est l'angiographie, donc ça veut dire une radio, d'accord, qui est la seule moyen pour lui de voir ce qui se passe dans les patients. Et vous voyez, donc ça c'est différents degrés de gris. Le gris clair, ça veut dire que là, il y a un flux sanguin, le sang peut passer, mais là, le gris sombre, là, vous voyez, il y a une clôture. Il y a une obstruction du vaisseau et malheureusement, les médecins ne savent pas ce qui se cache derrière. Et vous voyez à droite les différentes options qui peuvent se présenter. Ça peut être un caillot assez simple à retirer, ça peut être un caillot beaucoup plus compliqué, ça peut ne pas être un caillot du tout, que c'est en fait le vaisseau sanguin qui est malade. Et derrière, les options de comment traiter, comment rouvrir l'artère sont très 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 différentes. Donc ce que nous on fait, tout simplement, on a créé un capteur ultra miniaturisé, le plus petit de son type au monde,
qui nous permet, à travers un courant électrique très 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 faible, d'identifier la nature de cette obstruction et donc informer le médecin sur qu'est-ce qui bouche l'artère pour que lui il puisse choisir la meilleure méthode pour réouvrir au premier tentative. Donc on enlève toute la devinette et tout ça sans perturber la manière qu'il prend en charge le patient déjà aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, le guide est le premier dispositif déjà qui va entrer dans le système vasculaire, donc on entre par l'aine, on va au cerveau, et c'est ce guide-là qui ensuite va amener le dispositif de traitement derrière. Et donc nous, on ne change rien, on ajoute ce petit capteur, il amène le guide avec le capteur, et comme vous voyez, voit parfaitement, pas uniquement l'information en nuances de gris, mais aussi l'information de notre capteur qui lui permet de choisir le meilleur traitement dès le premier passage. Et ça, on a pu déjà démontrer dans les études cliniques qu'on ne va pas perturber la manière qu'ils traitent aujourd'hui les médecins. Depuis plus que 10 ans, j'ai le privilège de travailler avec des ingénieurs excellentes et brillantes, et on a notre CTO, Gord Lebedev, ici avec nous. Nous sommes soutenus par des meilleurs médecins du monde qui ont créé cette discipline et qui l'amènent partout sur la planète pour derrière traiter des millions de patients sur toute la planète, mais pas uniquement pour le traitement des AVC, mais aussi la même technologie peut servir pour rendre des biopsies du cancer du poumon plus efficaces et aussi pour traiter les patients avec des obstructions des membres inférieurs. Et donc, nous souhaitons amener cette nouvelle modalité à tous les médecins pour qu'ils puissent traiter leurs patients d'une meilleure manière. Merci. Ce sera le mot de la fin. Nous vous applaudissons. Alors, vous avez eu quelques secondes de plus, mais j'ai cru comprendre que le français n'était pas votre langue maternelle. Alors voilà, on vous excuse. Je vous applaudis, on vous applaudit bien fort tous les quatre. Merci pour ces solutions innovantes. Vous pouvez retourner vous asseoir. Tout au service de la santé de demain. Merci à tous. Et pour incarner la dynamique qui unit la French Tech et la MedTech, je suis ravie d'accueillir maintenant Sabrina Edroug, directrice des programmes de la mission French Tech, qui est partenaire de cette édition. Soyez la bienvenue, Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir dans cette maison où la mission French Tech a ses habitudes. On était présents à la soirée Legal Tech en janvier dernier et Tech en juin. Le MEDEF, pour nous, c'est un partenaire stratégique, c'est un vrai allié, un partenaire engagé, concret. D'ailleurs, merci à Gérald qui travaille au quotidien avec nous. Alors, la démonstration la plus forte de notre partenariat entre la mission French Tech et le MEDEF, c'est notre présence à la REF du MEDEF. Depuis 2 ans, on y travaille main dans la main. Lors de la dernière édition, il y a eu plus d'une centaine de mises en relation commerciale entre grands comptes et start-up. Et ça montre à quel point le MEDEF est engagé dans l'innovation. Et on remercie fortement le MEDEF pour ça. Alors, si notre alliance avec le MEDEF fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est parce que nous partageons la même conviction. L'innovation doit devenir un réflexe collectif. C'est essentiel et c'est précisément la mission que nous portons au quotidien à la mission French Tech. Et je voudrais justement vous rappeler en quelques mots comment nous agissons et qui nous sommes. Alors la mission French Tech, il faut le savoir, est une direction du ministère de l'économie. On travaille pour la direction générale des entreprises. Mais la mission French Tech, c'est pas seulement une équipe qui travaille à Paris. On a aussi tout un réseau. On m'entend peut-être pas assez. Et oui, je suis petite. Donc, je disais que la mission French Tech, c'est aussi, au-delà de l'équipe qui travaille à Paris, tout un réseau. On a 17 capitales French Tech, on a 31 communautés en France, 66 communautés à l'international. Donc, vous imaginez, c'est un réseau de quasiment une centaine de communautés qui travaillent pour l'innovation, pour la French Tech. Alors, ce réseau, il s'appuie sur 2 programmes d'accompagnement que vous connaissez peut-être. French Tech Next 40 120, qui est notre programme d'accompagnement des scale-up les plus prometteuses. Et j'espère que parmi les startups qui ont pitché aujourd'hui, il y en a certaines qui entreront dans ce gros programme. Et puis, j'ai d'ailleurs perçu qu'il y en avait qui avaient vraiment la capacité de le faire. Et puis, French Tech 2030, qui soutient les innovations de rupture dans les secteurs clés pour la souveraineté. Donc, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour parler plus particulièrement d'un programme qui est devenu incontournable, qui s'appelle « Je choisis la French Tech », auquel le MEDEF contribue activement depuis le premier jour.
Alors, Je choisis la French Tech, c'est un programme qui est né il y a 2 ans avec une mission simple, aider les startups françaises à signer plus de contrats, publics comme privés, et plus vite. Alors, en 2 ans, l'impact du programme est massif. On a 13 000 mises en relation commerciales, plus d'une centaine de partenaires institutionnels, dont évidemment le MEDEF, 700 entreprises engagées et 11 grands groupes qui ont annoncé à Vivatech dernier engager 1 milliard d'euros auprès des startups françaises, qui est un signal majeur. Alors venons-en au cœur de notre sujet, la MedTech. C'est un secteur pour nous, Mission French Tech, qui est crucial parce que la France, elle a tout pour devenir l'un des leaders mondiaux des technologies de santé. On a des talents scientifiques d'excellence, une recherche publique de haut niveau, un vivier de start-up, on le voit ce soir, qui rivalise avec les meilleurs écosystèmes internationaux. Et puis, les derniers mois ont été marqués, et je tiens à le rappeler, par des réussites majeures dans la French Tech. Pour citer quelques exemples, on a InCheck Therapeutics, qui a été racheté par Ipsen très récemment. C'est un deal historique pour la biotech française. Autre exemple, CoreWaves, qui a présenté une avancée clinique mondiale. On a un patient qui a été transplanté avec succès après 84 jours avec leur pompe cardiaque innovante. Ou encore Doctolib, évidemment, qui est désormais rentable, ça il faut quand même le souligner, et qui lance un assistant IA pour accompagner les parents. Donc, tous ces exemples sont des preuves que l'innovation française en santé est forte, ambitieuse et reconnue. Alors nous, comment à la mission French Tech on aide les startups, en particulier celles de la Health Tech, de la MedTech? On agit surtout pour lever les barrières à la croissance et créer les bonnes connexions. C'est le cas de Je choisis la French Tech, avec toutes ces mises en relation commerciales que l'on fait entre startups, CHU, collectivités, industrielles. On a, j'en ai parlé, le programme French Tech 2030 qui soutient plusieurs champions de la Health Tech et de la MedTech. Pour citer quelques exemples, à la French Tech, on a Akemia, Medadom, Wondercraft, qui sont des exemples connus. On a tout ce réseau French Tech qui relie les cliniciens, les chercheurs, les entrepreneurs et les industriels. Et puis aussi, on a une formation qu'on a développée en propre à la mission French Tech qui s'appelle Je choisis la French Tech Academy, qui forme les startups à la commande publique. Et on sait à quel point la commande publique est importante pour les startups de la santé. Donc c'est un cours qui est en ligne. Vous le retrouvez sur le site de la mission French Tech. Vous avez un lien qui vous donne accès à cette formation de 4 heures gratuite à la commande publique, et surtout, elle est certifiante pour l'ensemble des startups françaises. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet et suivre cette formation certifiante. Alors, pour traduire toute cette dynamique, quel meilleur exemple que Doxamed, qui est parmi nous ce soir et qui est vraiment un bel exemple de collaboration avec un grand groupe. Doxamed, mais Arnaud va en parler mieux que moi, a collaboré avec ADP. ADP, c'est un des grands groupes qui est engagé très fortement dans Je choisis la French Tech. Il fait partie des 11 grands groupes qui ont fléché ces 1 milliard d'euros auprès des startups françaises. Donc je laisserai Arnaud en parler, Arnaud Molinier. Et peut-être juste conclure sur un mot au nom de la mission French Tech, c'est que pour nous, MedTech, Health Tech sont et seront de plus en plus des moteurs essentiels de croissance et de souveraineté pour la France, parce qu'on n'a pas encore évoqué trop le nom, mais la souveraineté, elle est majeure sur cette thématique-là. Et cette croissance, nous la construirons ensemble, start-up, grands groupes, territoires, hôpitaux, institutions, et évidemment le MEDEF, qui joue un rôle déterminant dans cette dynamique. La mission French Tech, et ça je tenais vraiment à vous le dire, continuera d'être à vos côtés pour ouvrir des portes, lever des barrières, faire grandir l'innovation française. Donc je voulais tout particulièrement vous remercier pour votre engagement constant dans la technologie française. Merci. Merci Sabrina pour la présentation de ce programme Je choisis la French Tech qui est passé du dire au faire. C'est ce que nous proposons donc maintenant avec Arnaud Molinier, cofondateur et président de Doxamed, la start-up dont vous allez nous parler. Je crois que vous avez une belle histoire à nous raconter. Absolument. Enfin, je ne sais pas si c'était une belle histoire. En tout cas, c'est une histoire qu'on vit avec mes équipes de façon extrêmement enthousiasmante.
ADP, certes, et puis j'ai un scoop, je crois qu'il y a certains journalistes dans la salle, puisque nous avons aussi gagné BPI France, et nous nous installons à partir du 7 janvier pour les 5 prochaines années chez BPI pour passer en check-up, augmenter l'ensemble de ses salariés. Donc c'est il peut être un petit scoop, le communiqué de presse par demain matin. Mais c'est pour les journalistes d'aujourd'hui. Doxamed, c'est une entreprise jeune, on a 5 ans d'existence, une entreprise qui est membre du MEDEF Paris d'ailleurs, c'est une entreprise journaliste, et qui est aussi le label entreprise innovante de la BPI. J'y reviens. Alors, quelques chiffres qui drivent un peu mon parcours et mes convictions depuis ces 10 dernières années. C'est des chiffres qui sont assez terrifiants et qui sont, en tout cas, qui imposent à être innovants. C'est qu'en 2050, vous allez avoir 9,7 milliards d'individus sur la planète. 70%, on a débat avec mes équipes, on est plus autour de 80%. 70% vont vivre dans les villes, et donc cette hyperdensité crée un double phénomène, un double effet ciseau, à la fois de surpopulation dans des centres urbains et à la fois des problématiques de désertification dans des zones qui sont sous-dotées. Dans cette folie démographique, il y a une chose qui est constante et que nous avons perçue avec mes équipes lors de la création de Doxamed, c'est que la démographie médicale partout dans le monde, que ce soit en France, mais il n'y a pas que la France, absolument tous les pays du monde, que ce soit les pays développés ou les pays en voie de développement, a un vrai problème à se recréer, à se réinventer, et donc il faut bien évidemment se mettre en quatre, et on en a vu quelques exemples aujourd'hui, pour, avec la haute technologie, réemployer en fait le personnel médical pour pouvoir être efficace et couvrir cette population dans ces hyperdensités ou dans ces déserts médicaux. Alors, Doxamed est né en période de crise. Souvent, les entreprises naissent dans ces moments-là. C'est une initiative qu'on a portée avec un associé qui m'est cher et qui est aussi membre du MEDEF, qui est Gérard Després, qui est le fondateur de l'Oxam, le groupe L'Oxam. Et avec Gérard, nous avons eu l'idée de mettre à l'intérieur de ce bungalow, qu'on appelle Algeco chez Algeco, mais qu'on appelle module chez l'Oxam, d'une quinzaine de mètres carrés, de la médecine connectée. Voilà. Et on a mis au pied d'un foyer de travailleurs migrants ce bungalow fin mars 2020. Et nous avons, à la demande de la ville de Paris, en gré à gré, en urgence absolue, avec moins de 9 objets connectés, fait de la télémédecine assistée, protégeant le médecin qui n'était pas au plein cœur de là où circulait le virus, et pour suivre cette population pendant plus de 2 mois et demi. Et ce que nous avons, moi j'ai perçu à ce moment-là, c'est que quand mes médecins à distance disaient que la personne avait le Covid, on lui faisait faire, vous savez, sur ordonnance, vous vous rappelez cette époque qui nous paraît antidiluvienne, on lui faisait faire un RT-PCR et dans 100% des cas, il était confirmé en RT-PCR de Covid, mais quand mes médecins disaient qu'il y avait le diabète sévère, c'était le diabète sévère, quand il y avait une cardiopathie, c'était une cardiopathie, bref, avec 9 objets connectés, je me suis rendu compte que la performance, il y a maintenant 5 ans, était absolument époustouflante. On a la chance d'avoir dans la salle une grande pionnière de la télémédecine, avec Gilles Alajoanine, que je salue, qui est ici, qui est la française la plus en pointe sur les domaines de télémédecine, qui a donné des vocations à Medadom et donc aussi à l'Oxamed, mais c'est quelque chose que j'ai perçu il y a 5 ans, et on en avait parlé, Ghislaine, à l'époque, qui est tout à fait formidable. Pendant la crise Covid, on a accompagné donc en temps de crise les plus grandes enseignes, et je me suis rendu compte aussi que bizarrement, quand on répondait à des consultations, des appels d'offres publics ou des consultations privées, on est toujours les mieux-disants financièrement, mais surtout qualitativement. Et c'est à cette aune, ou dans ce constat-là, que se crée un marché ou que se réorganise un marché. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond du fait que nous gagnions le redémarrage, par exemple, de Disneyland Paris à la fin de la crise sanitaire. À raison, on a fait 1500, on était le plus grand dépisteur de France, passe vaccinal, passe sanitaire, on était à 1500 dépistages jour pour pouvoir faire en sorte que le parc de Disneyland Paris redémarre, mais en plus de Disneyland Paris, on a fait le Futuroscope, la Compagnie des Alpes nous a appelés, etc. Air France, nous nous sommes installés, on a eu l'idée de mettre un laboratoire de biologie médicale dans Air France, à la cité PN, et nous avons accompagné les 3000 premiers vols d'Air France, c'est-à-dire la possibilité qu'ont eu les personnels navigants de partir avec un test RT-PCR valable 48 heures pour pouvoir repartir dans l'autre sens sans être tanké de l'autre côté, avec une quarantaine. Accor, on a été très heureux de participer à la reprise des concerts à l'Accor Arena
en partenariat avec la PHP, bref. Et puis, en effet, les gares, où nous avons, dans plus d'une quarantaine de gares en France, fait ces petits bungalows roses bonbons, très identifiables, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui ont permis de faire du dépistage et de la vaccination sur les halls de gare. Et ce qu'on a fait en temps de crise sanitaire, finalement, en temps de paix, tous nos partenaires de l'époque de la crise Covid nous ont rappelé, que ce soit les partenaires publics, puisqu'on a été bien évidemment au service de la collectivité, que ce soit l'État, des régions, des mairies, nous ont tous rappelé pour nous dire on a un problème de trou dans la raquette, d'accès aux soins de nos concitoyens, donc venez nous aider. Donc on a répondu à des appels d'offres, on a gagné pas mal d'appels d'offres avec les ARS. Et puis dans la médecine privée, eh bien, les entreprises, moi je suis plus entrepreneur privé que public bien évidemment, se sont intéressés à la santé de leurs salariés, à la fois pour des raisons humaines, liées au RSE, etc., mais liées à des grands patrons comme Augustin de Romanet, on en a parlé d'ADP, ou Nicolas Dufour, donc de BPI, qui voulaient avoir un footprint positif pour leurs salariés, mais aussi lié à la productivité. La difficulté d'accès aux soins pour le commun des mortels, la difficulté d'accès à un dermatologue, on en a parlé, à un certain nombre de pathologies dont on a parlé ce soir, amener les entreprises et amène les entreprises aujourd'hui à prendre en main la santé de leurs salariés dans la case très importante, mais peu déployée sur la France et l'Europe, de la prévention, qui est extrêmement importante justement pour éviter l'hospitalisation, qui est ce qui coûte énormément et très cher à la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, en médecine privée, nous sommes spécialisés dans l'assistance et la mise en place de dispositifs sur mesure à destination d'entreprises, qui va de Doctolib, en passant par Deloitte, en passant dans les check-ups de santé pour ces entreprises-là, pour BPI, Deloitte et Groupe ADP. L'ensemble de ce que vous avez vu avec les start-upers de tout à l'heure sont présents dans nos dispositifs, avec des objets connectés et des logiciels à qui nous apprenons à parler les uns avec les autres. Un logiciel d'un tympanomètre n'a pas vocation à parler avec le logiciel d'un otoscope, par exemple. Notre travail, nous, en tant qu'ingénieurs, c'est de faire en sorte que ces logiciels se parlent pour que l'utilisation de l'otoscope et du tympanomètre se fasse de façon la plus intuitive et la plus simple possible, à la fois pour les personnels soignants qui les manipulent et à la fois pour les patients qui en bénéficient, tout simplement. Donc on couvre l'ensemble du spectre de l'individu dans des objets connectés qui ne sont pas de l'imagerie médicale lourde, mais la miniaturisation, je parlais des dizaines d'objets connectés dont on se servait en 2020. Aujourd'hui, on parle, ces dizaines d'objets connectés, il y en a plus d'une centaine, qui va en effet de ce que je viens de dire, de l'autoscope, et qui va jusqu'à l'échographie miniaturisée et jusqu'à la radiologie même miniaturisée. Et on offre, nous, des dispositifs 360 santé à destination à la fois des entreprises privées et des acteurs publics, que ce soit en France ou à l'international. Je le répète, le problème d'accès en soins n'est pas un problème franco-français. Il y a des avantages, des inconvénients dans la manière dont la santé est organisée en France. On n'est pas les pires en Europe, loin de là, loin s'en faut, on n'est pas les pires dans le monde, mais c'est un postulat qui est absolument universel. Particularité, reconnaissance de nos approches, on a 5 ans d'existence, on a gagné en gros un prix par an, donc le premier prix qu'on a gagné c'était au Salon des maires de France, le prix Innovation, le Grand Prix d'Innovation que nous avons en 2022 pour des dispositifs qu'on a mis à disposition, enfin, à la demande de l'ARS normande et de la région Normandie, de Hervé Morin. On a gagné quelques prix puisqu'on a conçu un concept car avec Software République, des grands acteurs que sont Renault, que sont Deco, etc., qu'on a présenté à Vivatech en 2024, qui est cet engin mobile dans lequel on a mis tous nos fantasmes de prévention, qui permet d'être un plateau technique avancé à destination des déserts médicaux, dans les déserts médicaux. Et puis on a gagné 2 prix récemment pour l'ouverture justement du centre de prévention de santé de l'aéroport de Paris. Et les autres vont ouvrir. Donc on est présent chez ADP, à la fois à Roissy et à Orly, sur 200 mètres carrés à Roissy et 200 mètres carrés à Orly. C'est des centres ultra connectés, de haute technologie, avec des personnels soignants qui sont aguerris sur ces sujets-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud Molinier pour cette présentation passionnante de votre start-up Doxamed. La soirée n'est pas terminée. Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite avec nos 3 derniers start-upers. J'ai le plaisir d'appeler Iris Maréchal pour Teremia, qui est cofondatrice et CEO de Teremia. Iris, si vous êtes là. Oui, et ben voilà. Soyez la bienvenue.
Je vous laisserai présenter Térémia tout à l'heure. Pour l'instant, nous accueillons Guillaume Clossas, CEO et cofondateur de T-Life. Alors, T-Life révolutionne le diagnostic des maladies du sang par l'utilisation de jumeaux optiques, mais vous allez nous en dire plus dans quelques instants. Et nous terminons avec Jean-François Pomerol, CEO et cofondateur de Tribune Health, qui répond notamment à la pénurie de spécialistes dans le domaine du diagnostic des cancers. On va en parler dans quelques instants. Je vous laisse vous saluer, vous souhaitez bonne chance. Iris, vous êtes prête? Oui. Eh bien, on met le décompte et c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Iris Maréchal, je suis la cofondatrice et la CEO de Térémia, qui est une entreprise de médecine de précision en neurologie et en psychiatrie. Donc ça a l'air très barbare comme ça, mais je vous rassure, c'est assez simple. L'histoire de Térémia, elle commence il y a 2 ans. De mon côté, j'étais passionnée de santé, je travaillais à l'époque aux États-Unis sur la crise des opioïdes, j'étais rentrée en France et je suis tombée un peu dans la case conseil en stratégie pour les groupes pharmaceutiques, donc de l'autre côté du spectre. Et j'ai été contactée par une femme brillante, qui est le docteur Chloé Geoffroy, elle, pur produit de l'excellence française, qui avait fait une thèse et un post-doc en neurosciences, en IA et pharmacologie. Donc concrètement, elle savait prédire le fonctionnement d'une molécule dans le cerveau. Puis Chloé vient me voir et m'explique un constat, qui est d'ailleurs celui que Frédéric a fait. Aujourd'hui, développer et mettre sur le marché un médicament sur des pathologies comme Parkinson, Alzheimer ou la dépression, c'est un calvaire. C'est un calvaire parce que ça prend entre 13 et 15 ans. À l'industrie pharmaceutique, ça coûte environ 2,6 milliards d'euros par molécule. Et puis parce que les chances de succès sont inférieures à 3%. Donc le ROI est très faible. Côté patient, c'est aussi un carnage. On a 60% des patients qui ne vont pas répondre au traitement ou qui vont avoir des effets secondaires. C'est ici du coup que Térémia rentre en jeu. On a développé des algorithmes d'IA qui vont permettre de prédire les résultats d'un essai clinique pour essayer d'optimiser les molécules et de mettre des médicaments sur le marché avec une meilleure efficacité et moins d'effets secondaires. Cette slide est chargée, mais globalement, on s'inclut sur tous les axes de la chaîne de valeur, de la partie préclinique à clinique pour essayer de prédire les bonnes indications et les bons effets secondaires d'un médicament. Sur la partie ensuite optimisation des essais cliniques, essayer de trouver les bons critères d'inclusion et d'exclusion, construire également ce qui s'appelle des bras contrôle externes, qui est une technologie géniale notamment sur les maladies rares et neurologiques, et en post-market, essayer d'optimiser les traitements une fois qu'ils sont mis sur le marché. Pour faire ça, on a développé une technologie qui s'appelle un knowledge graph, c'est-à-dire un grand graphe de connaissances qui va aller regarder dans la littérature, les bases de données, clinicaltrial.gov, des informations comme des données patients, des données pharmacologiques sur la chimie du médicament et des données sur le PKPD, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie des médicaments. Alors ça a l'air très futuriste comme ça, mais c'est bien réel. Ce qu'on a fait pendant 1 an, c'est déjà de développer des partenariats avec des hôpitaux, des instituts de recherche pour collecter de la donnée, donc des grandes cohortes de patients qui sont suivis de manière longitudinale sur des pathologies comme Alzheimer avec la Pitié-Salpêtrière, Parkinson avec l'Institut du cerveau, ou encore la dépression avec l'hôpital Bichat et l'Hôtel Dieu. Ce qu'on fait du coup, après avoir récupéré ces données, c'est qu'on co-développe avec des praticiens, et des praticiens qui sont variés en termes d'ethnie, d'âge, mais aussi de formation et de région, pour essayer de comprendre sur chaque pathologie quels vont être les critères déterminants. Est-ce que c'est l'âge, le poids, le sexe, l'ethnie, le stade de la pathologie ou le type de traitement qui sont donnés. Donc ça nous a permis de valider les algorithmes en vie réelle. Aujourd'hui, on a commencé la commercialisation il y a à peu près 2 mois. On a déjà signé et donné les résultats à un premier client qui s'appelle Rest Thérapeutique, qui développe une molécule sur le stress post-traumatique. Et on lui a permis d'optimiser son essai clinique pour s'assurer que ça va targeter les bonnes populations. On construit ça avec une équipe aujourd'hui d'une 15aine de personnes. On est incubé à Agoranov, boulevard Raspail, pas loin d'ici. Et on a réussi à créer ça grâce au soutien de nos investisseurs et de BPI, bien entendu. Donc on a Euraseo et Salica qui nous ont aidés. Voilà, donc je serais ravie de discuter avec vous si vous êtes une biotech, un groupe pharmaceutique, des investisseurs ou des gens intéressés pendant le cocktail. Merci beaucoup. Félicitations. C'est à vous maintenant, Guillaume Clossas, CEO et fondateur de T-Life. Oui, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Clossas. J'ai créé avec des médecins, des pharmaciens, des physiciens, des mathématiciens et des spécialistes de l'IA, T-Life, avec une ambition, c'est de relever le défi du diagnostic des maladies du sang et le suivi de ces maladies. Les maladies du sang, vous les connaissez, elles sont très nombreuses, mais c'est notamment les leucémies, c'est la malaria. Leucémie, c'est pour les riches, c'est pour nous. La malaria, c'est pour les pauvres, mais c'est une maladie qui pourrait très vite se développer
dans le monde occidental, parce qu'elle commence à toucher la Grèce, l'Espagne, les États-Unis, et aujourd'hui on n'y est absolument pas prêt. Alors, prenons un cas d'étude concret pour comprendre le défi que nous devrons adresser. Pour faire un diagnostic de leucémie, aujourd'hui, il faut 3 choses. D'abord, un pathologiste, un médecin, dont on a besoin de l'expertise et de l'expérience, et le médecin est d'autant plus expert qu'il est proche de la retraite. Et aujourd'hui, on fait face à une pénurie de médecins, alors que les cas de leucémie vont doubler dans les 20 années qui viennent. Premier élément. Deuxième élément, on a besoin d'instruments de microscopie de haute qualité, et le microscope va rester indispensable pour les décennies qui viennent. Malheureusement, même les plus avancés ne permettent qu'une vision partielle, en 2D, souvent biaisée à cause de marqueurs ou de colorants, de l'échantillon biologique. Et donc on a besoin aussi de tests additionnels, coûteux, nombreux, et souvent pas disponibles, qui plus est quand ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et donc on a ce qu'on appelle un défi de santé publique majeur dans des populations qui vieillissent extrêmement vite et avec des budgets de plus en plus restreints. Alors pour relever ce défi, avec eLife, nous révolutionnons le diagnostic des maladies du sang, et en particulier des leucémies et de la malaria, avec une double révolution. D'abord, un microscope de nouvelle génération connecté qui permet d'avoir l'objet numérique nativement, enfin l'objet et l'échantillon nativement numérique, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, et puis surtout une innovation de rupture qu'on appelle le jumeau optique et qui est la première brique du jumeau numérique. Alors c'est quoi le jumeau optique? Le jumeau optique, c'est que T-Life, Tribun, c'est mon camarade de promotion qui est à côté de moi, a développé. Le jumeau optique, c'est la possibilité pour la première fois de reconstituer, grâce à une IA guidée par la physique, l'ensemble des informations d'un échantillon biologique, et donc d'avoir un degré de précision infiniment supérieur à celui qui existe aujourd'hui. Juste pour vous faire comprendre, cette révolution, c'est quoi? C'est de passer d'un objet en 2D, plat, à un objet en 3D, avec infiniment plus de détails, et la capacité de se balader à l'intérieur de cet objet. C'est ça, cette révolution. Avec des bénéfices considérables, d'abord pour le patient, un diagnostic plus précoce, plus précis, personnalisé, des bénéfices pour le médecin, un diagnostic plus sûr, un gain de temps considérable, et des bénéfices pour le système de santé, c'est-à-dire beaucoup plus de cas détectés beaucoup plus tôt, et donc un moindre coût pour la société, et puis un bénéfice pour la société, des gens qui vivent mieux. Alors, cette évolution, elle a été rendue possible grâce à un laboratoire d'excellence de classe mondiale que T-Life a constitué avec l'INSERM, les hôpitaux de Paris, l'Institut Polytechnique. Nous visons un marché de 500 millions directement accessible et d'être dans les 5 ans qui viennent un leader mondial avec 50 millions de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Le message est passé. Vous avez dépassé de quelques secondes. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Je vous laisse la parole maintenant, Jean-François Pomerol. Bonsoir à tous. Alors voilà, je vous ai mis une image, sans doute certains la connaissent, c'est l'image d'une biopsie, et on va imaginer un instant que vous venez d'apprendre qu'on vous suspecte un cancer. Mais le problème, c'est que vous devez attendre des semaines pour avoir un diagnostic, et pendant ce temps-là, la maladie progresse, l'angoisse monte. Eh bien, cette situation, il y a des millions de personnes chaque année dans le monde qui la vivent, et c'est parce que nous refusons cette fatalité que nous avons créé Tribun Health il y a 10 ans, avec cette vision d'accélérer le diagnostic en remplaçant le microscope par une solution digitale dans l'étude du cancer. Je suis Jean-François Pomerol, je suis cofondateur et CEO de Tribun Health, qui est une entreprise de 50 personnes, qui est reconnue pour son innovation en Europe, en Amérique du Nord. Nous sommes labellisés French Tech 2030 et fiers d'avoir été reconnus par l'État pour ça. Alors le cancer est en hausse, c'est lié au vieillissement de la population. Les pathologies sont de plus en plus rares et la médecine de précision exige des analyses plus fines que jamais. C'est un peu finalement comme si en 2025 vous deviez traverser un grand pays inconnu
eh bien, vraisemblablement, vous choisiriez plutôt Google Maps que la carte routière Michelin. Eh bien, avec Callopix, notre plateforme digitale, c'est un peu pareil. Là où le médecin, traditionnellement, analyse seul la maladie, cellule par cellule, sous un microscope, notre solution, elle cartographie l'échantillon, elle détecte automatiquement les anomalies, elle quantifie les éléments clés, elle pré-remplit le compte-rendu. Finalement, elle assiste le médecin pathologiste dans son travail. Elle est full web, elle est communicante et elle s'intègre facilement dans les flux de travail des hôpitaux, des laboratoires. Elle permet d'intégrer l'intelligence artificielle. Son impact, il est triple. C'est l'efficience opérationnelle pour le laboratoire, c'est un gain de temps et de confort pour les médecins, et c'est un accès à l'expertise pour le patient. Parce que notre mission, c'est offrir à chaque patient, où qu'il soit, un diagnostic rapide et précis. Aujourd'hui, 85% des diagnostics de cancer se font de manière traditionnelle, au microscope. Mais cette époque, elle est révolue. Désormais, le marché de la pathologie numérique est un marché en hyper-croissance. Il va faire x10 dans les 5 ans qui viennent pour atteindre plus d'1 milliard de dollars. Et chez Tribun, nous sommes au cœur de cette transformation. Notre plateforme, elle propose une solution complète, commercialisée en mode SaaS, aux hôpitaux et aux laboratoires privés de diagnostic. Notre force, je crois, c'est d'avoir construit un système d'expansion commerciale efficace qui s'appuie sur des partenariats de premier ordre à l'international avec des acteurs comme General Electric, Canon, CGI. Ces gens-là accélèrent notre présence à l'international et démultiplient nos efforts. Nous avons déjà levé 21 millions d'euros auprès d'acteurs comme BPI France, LBO France, Vivalto, Okin. Et notre ambition, clairement, c'est de faire de Callopix, notre plateforme, la plateforme de référence mondiale en pathologie numérique et de contribuer à faire du cancer une maladie dont on guérit. On vient d'avoir la FDA pour vendre aux États-Unis. On lève des fonds pour accélérer notre croissance. Et je peux dire que nous avons la vision, la technologie et l'équipe pour transformer le diagnostic du cancer, améliorer la vie des patients. Vous avez la possibilité de voter pour nous ce soir, de venir nous voir sur notre stand. Et un meilleur diagnostic, c'est plus de vies sauvées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François Pommerol. Merci à toutes et tous. Je vous laisse regagner votre place. On peut vraiment les applaudir parce que franchement, ce n'est pas du tout une épreuve facile. Alors, merci de vous être prêtés au jeu. Alors, juste avant de conclure cette soirée, je vous rappelle que c'est maintenant que vous allez voter pour votre start-up coup de cœur. Pour cela, un QR code à scanner devrait s'afficher juste derrière moi. Voilà, il est ici. Et en scannant ce QR code, les 11 start-up présentes ici ce soir vont apparaître sur vos smartphones. À vous de jouer. On vous laisse quelques minutes pour cela. Le temps pour moi de vous présenter notre partenaire ce soir, un partenaire très particulier puisque c'est notre partenaire pour notre cocktail. Il s'appelle Alchimist Drink. Il nous propose ce soir des cocktails très innovants et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors s'il est là pour nous en parler, je serai heureuse d'accueillir Maxime Joly, business developer chez Alchimist Drink. Comme vous voulez. Bonjour, on est ravis d'être présents ce soir. On félicite déjà tous les entrepreneurs pour leurs projets pour la médecine de demain. Chez l'Alchimist Drink, on essaye aujourd'hui créer des cocktails qui sont des cocktails sans alcool avec des recettes sans alcool. C'est vraiment de la mixologie. Donc c'est une association entre un mixologue et une entrepreneuse qui a créé cette marque il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur des projets très premium. On travaille avec des hôtels comme le Crillon ou d'autres comme la Première d'Air France par exemple. Et on est ravis de pouvoir vous faire déguster nos recettes. Le but du jeu étant de pouvoir fournir aujourd'hui des cocktails assez peu sucrés, prêts à servir surtout, et avec une production française, donc, puisque nos bureaux sont à Boulogne et la production à Meudon. Voilà, et on est ravis de vous accompagner. On espère que vous apprécierez les cocktails. Merci beaucoup Maxime, nous avons hâte de les découvrir. Voilà, et nous en profitons pour remercier aussi notre fournisseur Pernod Ricard France. Il est peut-être temps de conclure et pour remettre le prix coup de cœur à notre heureux gagnant ou gagnante, j'ai le plaisir d'accueillir Amaury de Buchet, coprésident du comité Start-up du MEDEF, pour clôturer cette soirée et remettre le prix. Amaury, c'est à vous. Je prends un micro, donc je suis le dernier obstacle entre vous et le cocktail. Et surtout, je dois meubler un petit peu pendant que vous votez. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller un peu plus vite.
Alors, j'ai retenu quelques chiffres ce soir. Donc, je suis un tout petit investisseur. Quand j'ai vu les montants qui sont levés, notamment dans la santé, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais investi dans la santé. Mais il y a, je crois, ce soir, quelques représentants de Business Angel Santé qui pourront vous en parler. Donc, j'ai retenu quelques chiffres, notamment sur les problèmes auxquels, que cherchait à résoudre chacune des entreprises. Et je dois avouer que la première a été assez claire, effectivement. Donc, si Avatar, si j'ai bien compris, donc 96%, c'était le nombre d'opérations chirurgicales qui étaient faites et qui n'étaient, pour le coup, pas passées chez les concurrents. Pour Biome Labs, j'ai retenu donc 70% des produits dermocosmétiques qui sont jetés. Alors par contre, j'ai pas eu la réponse, donc peut-être que vous pourrez me la donner après, sur quelle est la partie qui est jetée pour le problème spécifique de l'adaptation à la peau. Ça sera l'occasion de discuter tout à l'heure au cocktail. Pour ce qui est de Silcare, donc là pareil aussi un chiffre assez important. Alors je ne sais pas ce que c'est que la synaptopathie cochléaire, mais en tout cas donc 10-15% de la population mondiale, c'est énorme. Donc merci. Dermascan. Donc là, si j'ai bien compris aussi, donc dépistage cutané, 50% des personnes renoncent à prendre rendez-vous. Donc là, on est sur un problème pour le coup extrêmement clair. J'ai même une personne du MEDEF qui m'a dit juste avant, je crois qu'elle est passée dans le scanner. Chez vous, EOS, donc 37% des diagnostics des personnes diagnostiquées par une addiction à l'alcool, effectivement, sollicite un soutien. Donc, on espère que grâce à vous, ce chiffre-là va considérablement augmenter. J'ai retenu pour Épure aussi, donc 45 000 fauteuils, personnes qui se déplacent en fauteuil roulant en France, et 70% sont intéressés. Donc, je me demande comment les autres font pour freiner. Donc, en tout cas, bravo. Un dispositif, donc comme quoi le concours Lépine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une pépite de start-up. Il y a beaucoup de startups qui sortent du concours Lépine, on l'oublie. Voilà, donc MB, là encore, donc une nouvelle forme galénique qui réduit de 50 à 80% les coûts de fabrication. Donc là, c'est quand même colossal. Sensome, 60% donc qui nécessitent un pass multiple et donc du coup des problèmes derrière. Doxamed, effectivement, alors 70% de la population française qui vivrait en ville. Là, je suis un peu inquiet. Parce que la ville, c'est quand même pas l'endroit le plus... Après ça, on peut en parler à nos... Peut-être qu'il faudra qu'on choisisse les bons maires. Ça, c'est pour ceux qui arrivent bientôt. Iris Maréchal pour Térémia. Alors là, j'ai retenu, parce que ça m'a marqué, les 98% des molécules qui passaient pas la barrière, mais j'ai pas retenu le chiffre sur les prédictions. Je crois que c'était 70%, mais pas tout à fait sûr. T-Life, là encore, vous avez été interrompu, donc j'ai pas pu avoir le chiffre. Et Trimalscare, 85% des diagnostics de cancer se font encore au microscope. Donc là, on voit qu'on a effectivement... Voilà, en tout cas, pour chacun d'entre vous, bravo nous avoir convaincus pour tout ça. Quelques mots très rapides sur le MEDEF. On est donc le mouvement des entreprises de France, mais aussi la maison des entrepreneurs de France. On réunit donc toutes les industries, toutes les verticales. Donc beaucoup de personnes dans la santé ce soir, mais aussi de personnes qui ne sont pas dans la santé. On s'est rendu compte que notamment, et une raison pour laquelle on a lancé ces soirées tech, c'est que beaucoup de réseaux sont organisés de manière verticale, et au MEDEF on leur propose justement de travailler un peu plus l'horizontale. On avait fait il y a quelques années donc des espaces santé, des espaces innovation à l'université du MEDEF, et donc notamment un sur la santé. Et donc là, on a choisi un format soirée qui fonctionne très bien. Donc merci beaucoup. Entre-temps, on m'a apporté une enveloppe, j'espère qu'elle est pleine. Ouais, elle est pleine. Donc est-ce qu'on a un roulement de tambour, une petite musique, un jingle derrière? Ah ben et j'appelle EOS. Bravo. Alors du coup, EOS, si je reprends mes petites notes. EOS, ah pardon. EOS, c'était mon téléphone, mon appareil photo Canon, c'est ça, non? Voilà, et il n'y a rien à voir avec Canon. Hein.
Parce que pourtant, diagnostic quand même. Donc 37% des diagnostiqués qui passent là-dessus. Donc du coup, ça veut dire qu'il y en a combien qui sont diagnostiqués chaque année, hein? Il y en a 37% des 150 000 hospitalisés. Enfin, 150 000 représentent les 37% qui passent en hospitalisation. D'accord, hospitalisation, c'est-à-dire pour coma éthylique ou? Non, alors ça peut être le début d'un suivi, mais non, une hospitalisation, c'est 1 semaine, 10 jours de sevrage et après 4-5 semaines de consolidation. Donc non, c'est des parcours qui sont assez longs et effectivement, ça en fait beaucoup qui ne rentrent pas du tout dans les soins pour tout un tas de raisons. En tout cas, on croit beaucoup effectivement à la télémédecine ici au MEDEF depuis longtemps. Et donc du coup, merci beaucoup et encore bravo pour ce prix ce soir. Je prends une petite photo prévue. Je vais appeler tous les entrepreneurs présents ici ce soir. Vous pouvez monter sur scène. On va faire une photo souvenir et puis nous vous remettons officiellement ce prix coup de cœur du public. Bravo. Voilà, vous pouvez nous rejoindre et puis nous on se retrouve tous au cocktail sans alcool d'ici quelques secondes. À tout à l'heure.